Et si les Soviétiques avaient gagné la course à l'espace et s'étaient posés en premier sur la Lune? Et si Kennedy n'avait pas été assassiné à Dallas en 1963? Tant de questions qui ont fasciné les auteurs de fiction. L'écriture nous donne un pouvoir, celui de réécrire l'histoire. Et ce pouvoir a donné un genre littéraire que l'on nomme l'Uchronie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur À la croisée des plumes, le podcast dédié à l'écriture et la littérature. Je suis Nina Gorlier, autrice de l'imaginaire et blogueuse littéraire. Tous les mois, je partirai à la rencontre de créateurs d'histoires pour échanger avec eux sur des thématiques bien précises. Ces invités nous dévoileront leur point de vue d'auteur, mais également les œuvres qui les ont marqués en tant que lecteurs. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de la croisée des plumes. Aujourd'hui, on va encore se concentrer sur un genre littéraire, comme on l'a déjà fait dans l'épisode d'octobre. Après le roman gothique, nous allons nous pencher sur l'Uchronie. Et pour cela, j'ai invité un romancier français qui écrit de l'Uchronie, j'ai nommé Jérôme Accouche. Alors là, c'est la Nina du montage qui vous parle. Avant de lancer le début de l'interview, je voulais vous présenter mes excuses pour la qualité sonore de l'enregistrement. Comme vous allez l'entendre, Jérôme et moi, on a des chaises qui grincent. Du coup, vous allez entendre des grincements pendant l'épisode. J'ai même dû couper le tout début d'enregistrement, ce qui explique pourquoi le début est un peu abrupt, parce que vous allez être plongé tout de suite dans la conversation. Alors, j'espère vraiment que ça va pas trop vous déranger et je vous souhaite un bon épisode. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour que les auditeurs puissent faire ta connaissance si jamais ils ne te connaissent pas encore, hein? C'est parti, donc moi je m'appelle Jérôme Accouche. J'ai publié aux éditions du Chat Noir un roman steampunk et uchronique, aux éditions du Chat Noir, qui s'intitule Lupus in Fabula. Il a été finaliste au prix Actu SF de l'Uchronie. Et je suis également auteur de quelques nouvelles qui m'ont inspiré pour mon roman, donc quelques nouvelles uchroniques. Hors écriture, le plus gros de mon activité, c'est que je fais beaucoup de bêta, d'alpha lecture pour des auteurices, surtout des autrices en fait, bien installées, comme Estelle Faye, Floriane Soulas, nouvellement un petit peu Morgane Cossarieux sur ces 3 derniers. J'ai donné un petit coup de main à Yasmine Djebel. Parallèle, je suis également anthologiste, donc j'ai co-dirigé 2 anthologies chez Rivière Blanche. Une première qui s'appelle Dimension Route avec Estelle Faye, et la seconde, toujours chez Rivière Blanche, mais dans la collection Ikalana, de Philippe Ward, qui s'intitule Les années folles, avec la nouvelliste Taptida Hay. Et puis pour 2024, donc j'aurai une nouvelle casquette, mais là, je vous en reparlerai en fin de podcast pour mes projets à venir. Enfin, que dire d'autre? Oui, pour parler de mes genres de prédilection. Donc c'est d'emblée le fantastique. J'aime aussi beaucoup le post-apo. Et en fait, en préparant ce podcast, je me suis rendu compte, et que c'était très intuitif de ta part, c'est qu'en fait, j'ai des piles et des piles d'Uchronie sans m'en rendre compte. Donc oui, ça tombe bien, je suis un gros lecteur d'Uchronie. Ouais, justement, j'ai tout de suite pensé à toi quand j'ai... en fait, moi j'ai lu, je pense, moins d'Uchronie que toi, mais dans celles que j'ai lues, il n'y avait pas beaucoup d'Uchronie française encore. Donc ça m'avait j'avais tout de suite pensé à toi, en fait, avec Lupus in Fabula, parce que j'avais adoré le roman. Et Merci. puis comme tu disais, donc publié aux éditions du Chat Noir, il est sorti, si je dis pas de bêtises, en mai 2022, parce que je crois qu'il est sorti le même jour que Miranda. Est-ce que tu peux nous présenter un peu plus en détail ton roman, de quoi ça parle? Alors, pour faire bref, donc Lupus in Fabula, donc c'est un roman steampunk qui nous emporte dans une course-poursuite dans un Paris des années 20 uchronique. Pour cela, donc on suit Amadeus Wolf en quête d'une rédemption. C'est un homme qui a beaucoup de choses à se reprocher, et pour échapper à ses poursuivants, il s'est métamorphosé en homme-loup, et il est poursuivi par d'autres mutants, mais aussi par des cybernétiques, et cela de tous bords. Je voulais te féliciter en plus parce que comme tu dis, ton roman a été sélectionné pour un prix ActuSF, donc félicitations. Il a aussi un joli succès parce que je m'en souviens qu'il avait été le premier tirage a été rapidement épuisé quand même. Donc, Oui, il est épuisé là, il a été épuisé en 10 mois je crois.
le premier tirage. Et puis, en attendant le second, là, il reste une toute petite dizaine excavée des entrailles des bureaux du Chat Noir. Visiblement, ils en ont retrouvé. J'avais beaucoup aimé le côté iconique dont on va reparler, mais aussi il y avait quelques références aux contes. Et moi, ceux qui me connaissent savent que moi, les contes, les réécritures de contes, voilà, c'est un peu mon dada. Et enfin, dernière question pour qu'on puisse un peu te cerner. Est-ce que tu pourras nous parler alors soit de ton dernier coup de cœur littéraire, soit de ton roman préféré, si tu en as? Je suis embêté parce que mon dernier coup de cœur littéraire est une uchronie. Et du coup, je vais en parler plus tard dans un autre segment du podcast. Et du coup, je vais plutôt vous parler donc d'un de mes romans favoris, qui nous sort totalement de l'imaginaire, mais en même temps, je me suis rendu compte, mais ça se trouve, c'est un auteur qui fantasme sur sa vie encore, donc c'est aussi peut-être une uchronie. Donc c'est Martin Eden, donc le roman de Jack London, et qui nous parle en fait d'un marin qui est attiré par l'art et la littérature en particulier, et qui décide de mobiliser toute son énergie, toute sa vie, toute sa volonté pour devenir écrivain, sachant que c'est quelqu'un qui n'a pas d'éducation, qui n'a connu que la vie de docker, donc, ou de marin au long cours, ou de garde-côte, etc. Et c'est comment ce transclasse se prend avec une violence inouïe, en fait, l'impact de la réalité en pleine face, et les différences de classe sociale, etc. Parce qu'il y a une histoire d'amour avec une jeune femme issue de la bourgeoisie qui veut toujours le pousser à plus loin, et comment cet homme se brise. Et en fait, c'est la vie de Jack London à la base, qui s'est fait tout seul, qui était extrêmement pauvre, et du coup, à quel point il se met à fantasmer à travers son personnage de Martin Eden sur sa propre existence, c'est assez ténu. Et du coup, je trouve que c'est vraiment, par contre, pour tous les auteurs en herbe, autoristes, les gens qui veulent écrire, qui ont déjà écrit, lisez Martin Eden. C'est une leçon de littérature, aussi bien par le fond que par la forme. Quand même, vraiment, c'est un de mes livres doudous. C'est un peu déprimant comme livre, mais c'est intense, ça vous nourrit. Et voilà, c'est vraiment un livre essentiel à mes yeux. Tu sais quoi, moi je ne l'ai pas encore lu, mais il est dans la longue liste des livres que j'ai envie de lire. Parce que t'es pas la première personne à m'en parler comme son roman préféré, en fait. J'ai l'impression que c'est une lecture qui a marqué beaucoup de monde. Et alors, curieusement, moi, pendant longtemps, je savais rien de l'histoire. Mais ce qui m'a donné envie, c'est une citation que j'ai trouvée tellement magnifique, qu'elle m'a tellement chamboulée, que j'ai dit j'ai envie de lire ce livre sans rien savoir. J'ai découvert après que la citation, c'était la dernière phrase du livre. Aïe, 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 oui, d'accord, je vois. Donc voilà, mais voilà, alors je sais pas vraiment si c'est un spoiler ou pas, mais ça, c'est de mémoire, je crois que c'était. Il avait sombré dans la nuit au moment même où il le suit, c'est ça de le savoir. Tu vois, c'est quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé ça tellement magnifique comme excipit de roman. J'étais, il m'a suffi de ça. Et je trouve ça ironique que ce soit la dernière phrase d'une œuvre qui m'ait donné envie de la commencer, en fait. Ouais, c'est ça. Mais moi, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour Lupus in Fabula, j'avais la dernière phrase en tête bien avant d'avoir un titre et avant d'avoir fini le bouquin. Enfin voilà, donc vive les dernières phrases. Je pense que je consacrais un épisode aussi aux Excipits. J'ai fait sur l'Incipit. Oui. Alors je vais peut-être pas attendre la fin du podcast parce que je sais pas combien de temps ça va durer, mais je ferai peut-être un épisode sur les Excipits parce que je suis un peu comme toi, moi les Incipits, je les travaille, mais les Excipits ils me viennent aussi rapidement dans la rédaction. Quasiment donc voilà. Je sais le début, je sais la fin avant d'avoir le milieu parfois. Non, mais le milieu, c'est toujours plus embêtant à écrire. C'est ça. On a fini cette première partie autour de toi. Maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse aujourd'hui, la partie sur l'Uchronie. J'ai voulu me concentrer sur l'Uchronie parce que c'est un genre, en fait, moi, je t'avoue, je le connais moins. Oui. En fait, j'en ai lu, j'en lis, mais j'en écris pas. Et pour l'instant, je compte pas en écrire. Mais en fait, je voulais pas me limiter à ce que je fais moi, parce que sinon, je trouve que je suis loin d'écrire de tout. Oui, on peut pas tout faire. Et je voulais élargir les sujets au maximum pour la curiosité des auditeurs du podcast. Donc, pourquoi pas, inviter des auteurs qui sont un peu plus spécialistes d'autres sujets. Et donc, j'ai pensé à toi, comme je disais tout à l'heure. Et du coup, on va plus parler de toi et de ton œuvre pour cet épisode. Voilà.
pour ma première question, qui est toute simple a priori, mais en fait, quand on n'y pense pas vraiment, Oui. c'est quoi l'Uchronie, Jérôme? Alors, l'Uchronie, donc si je m'en tiens au guide de l'Uchronie écrit par Karine Gobled et Bertrand Campès, dans les feux éditions Actu SF, mais bon, qui vont peut-être faire un comeback, là, quoi, qui refont un comeback. Eh bien, donc, le terme de chronie, donc, c'est un mot qui est récent et qui a été formé par le philosophe Charles Renouvier au XIXe siècle. Et donc, Renouvier, il part donc des racines grecques c'est-à-dire nom, et chronos, le temps, c'est-à-dire un temps qui n'existe pas. Donc, à l'instar du lieu, de l'utopie, pardon, qui est un lieu qui n'existe pas. Voilà, donc, pour vraiment comment dirais-je, la définition classique de ce qu'est l'Uchronie, sachant que du coup aussi ce qui caractérise une Uchronie, c'est essentiellement un point de divergence par rapport à notre temps à nous. Donc on peut aller du plus classique et limite tarte à la crème, et si les nazis avaient gagné la Seconde Guerre mondiale, point de divergence donc, et là vous avez l'œuvre Le Maître du Haut Château de Philippe Cadic, mais aussi des points de divergence qui vont être plus flous en fait, qui ne sont pas un événement précis. Et par exemple, pour rester sur la Seconde Guerre mondiale, on a l'auteur français Xavier Monéjean, qui dans son roman sur la guerre du Pacifique qui s'intitule Rosée de feu, donc il réécrit la guerre du Pacifique, mais les aviateurs japonais chevauchent des dragons et non pas des avions, des zéros. Mais du coup, c'est que dans cet univers, les dragons ont toujours existé en Asie. Il n'y a pas un point de divergence, vraiment. Donc ça, c'est vraiment pour cadrer un peu l'aspect traditionnel, en fait, de ce qu'est que l'Uchronie. Et moi, en fait, avec ma sensibilité, moi, j'ai fait une formation de théâtre. J'ai un peu joué, j'ai fait un petit peu de mise en scène dans un cadre universitaire, hein, jamais dans un cadre professionnel, au mieux semi-pro. Et du coup, on travaillait beaucoup avec le « et si », l'expression « et si tel événement arrive, et si tel événement arrive », dans une pièce de Tchekhov, une pièce de Molière, une pièce de théâtre contemporain de Jean-Luc Lagarce, par exemple. Et cela, donc, pour moi, ça m'a toujours poussé à mettre en perspective les événements les uns par rapport aux autres. Et donc là, la référence donc, de ce penseur du théâtre, Stanislavski, s'appelle La formation de l'acteur, et ça a dévié sur, en fait, l'Actor Studio aux États-Unis. C'est vraiment les méthodes mises en place par ce théoricien et metteur en scène russe, dans les années 1890-1900. Enfin voilà. Et donc le « et si » magique, pour moi, donc j'arrive sur l'Uchronie aussi, c'est qu'il y a une dimension de jeu, d'amusement quand on écrit une Uchronie. Et ça, pour moi, c'est assez essentiel. Et c'est ce que j'ai travaillé donc dans Lupus in Fabula, parce que ce sont des sujets graves que l'on aborde avec la montée du fascisme, les questionnements sur l'identité, mais il y a aussi des blagues, des personnages de contes détournés, les trois petits cochons nazis. Enfin, voilà. Et donc, il y a vraiment la dimension amusante, festive, joyeuse aussi, qui me semble essentielle dans l'Uchronie, même si ça peut être un genre très grave. Merci pour ce tour qui est déjà bien complet. J'ai été surprise de voir que sur Wikipédia, un des premiers romans qui recense c'est d'Uchronie, c'est un roman qui date de première moitié du 19e siècle sur Napoléon. Ouais. Je crois que c'est Napoléon qui en gros aurait gagné la conquête de la Russie, tu vois, la campagne de Russie. Ouais. Et c'est drôle quoi, que déjà presque, alors je crois que c'est dans les années 1830, donc c'est plus du contemporain de Napoléon, mais c'est quand même très proche encore. Il y a eu beaucoup de nostalgiques de l'Empire, il y en a encore quelques-uns de nos jours, mais alors à l'époque, regarde, dans les Misérables de Victor Hugo, on en croise. Oui. Et c'est après, on est après. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ton intervention sur le théâtre, par exemple, de ce point de vue-là aussi. Parce que moi, je t'avoue que j'avais une vision peut-être assez étriquée, et ça, je m'en suis aperçue en préparant le podcast avec toi. C'est que pour moi, l'Uchronie, j'associais vraiment ça plutôt au romanesque et à l'imaginaire. Et c'est ce que j'ai été... moi, de mon côté, j'avais la réflexion que je m'étais faite. Pour moi, l'Uchronie, c'était vraiment... dans mes lectures, en fait, c'était un changement qui était fait, mais plus pour un élément de SFFF, en fait.
Oui, Par exemple, l'intervention du merveilleux ou du surnaturel qui vient altérer l'histoire, ou une découverte scientifique, par exemple, ce qui était le cas dans ton roman. tout à On fait, va en oui. reparler. Et d'ailleurs, pendant un temps, j'avais pensé comme type d'épisode utiliser l'imaginaire pour écrire l'histoire. Mais en fait, en regardant, je trouve que c'est trop limité l'Uchronie, parce que c'est bien plus que ça, en fait, Oui, l'Uchronie. voilà, c'est ça, ça dépasse vraiment les genres et ça englobe beaucoup Mm. de genres, justement. Et Et même ouais. Mm. aussi bien cinéma, comics, Bah, c'est ça la mode en déborde ce de moment partout, quoi. avec tous les multivers chez les Mais super-héros, oui, là. tout On est simplement, en c'est plein clair. dedans chez Marvel et C'est, DC. Voilà, il n'y a que ça. ouais, ouais, c'est avec des points de divergence, oui. Et du coup, comme j'essayais de poser les frontières de l'Uchronie, que j'avais un peu de difficulté, moi je pensais à des genres comme par exemple le steampunk, qui a Ouais, plein de dérivés aussi du steampunk, mais tout ça, tu vas sûrement en parler mieux que moi. oui, Et aussi, il y avait aussi, je pensais aussi à la fantaisie historique. Pour les auditeurs qui connaîtraient pas, en fait, le steampunk, donc, c'est un sous-genre de la science-fiction, puisque c'est de la science-fiction qui est mais dans le passé, en fait. oui, c'est ça, c'est de la Et donc, ouais, ouais, de la rétrofiction, ouais, enfin, ouais, c'est ça. Et la automatiquement, rétro SF. ouais. Et ouais, du coup, comme on introduit des technologies qui sont plus avancées que celles qui existaient dans le passé, bah, automatiquement, tu vois, Ah oui, il y a des conséquences sur le déroulé des faits historiques, et donc automatiquement, il y a une écriture de l'histoire. Mais je pense aussi à la fantaisie historique, dans la fantaisie historique, où là, on va parler de récits qui se passent dans notre monde, dans notre histoire, mais on va introduire des éléments de fantaisie. Je pensais alors à l'œuvre de Jean-Laurent Del Socorro, même si je suis loin d'avoir tout lu de lui encore. ouais, Mais je pensais aussi, par exemple, au Paris des Merveilles de Pierre Pével. Je ne sais pas si tu as lu. Mais en fait, là, on a vraiment un changement. Donc, c'est la découverte de l'autre monde où les fées, les créatures féeriques, merveilleuses vivent, qui vont venir, en fait, dans notre monde. Et en fait, ce point de bifurcation, il est tel, et ça cause un tel changement que le Paris, du coup, de cette belle époque inventée par Pierre Pével, il a quasi plus rien à voir avec celui de notre histoire, en fait. Donc, oui. on est presque dans un autre monde que le nôtre. Donc, est-ce qu'on peut encore considérer ça comme de l'Uchronie, tu vois? Mais c'est un vaste sujet, hein, tout ce qui est Ouais, fantasy. ouais. Je sais pas, quel était ton point de vue par rapport à tout ce qui était steampunk? Est-ce que tu voulais nous en reparler un peu Ouais, bah en fait, oui, en fait, de toute façon, moi je suis d'accord avec toi. De toute façon, le steampunk pour moi c'est de l'Uchronie puisque donc on inclut donc dans une société passée une technologie qui arrive beaucoup plus tôt, quoi. C'est un peu aussi le fantasme d'imaginer l'hélicoptère de Léonard de Vinci qui fonctionne vraiment grâce à des inventions technologiques, etc. Et de toute façon, même dans le genre lui-même, steampunk, en fait, évidemment, ça part d'une blague entre les créateurs dans les années 80, il y a Kadjet Jeter notamment, il me semble, et parce qu'ils voulaient parodier le mouvement cyberpunk, et punk, en fait, c'est un peu le marginal, ce qui va sur le côté. Et le steam, en fait, c'est la vapeur. Donc déjà, c'est une source d'énergie. Donc en fait, le steampunk, c'est l'arrivée d'une technologie à bien en avant dans une époque et selon cette source d'énergie. Donc il y a le steampunk qui est plutôt raccroché à la belle époque et surtout au victorien anglais. Et moi, ça m'enquiquine un peu le victorien anglais. Enfin, en fait, c'est comme la tarte à la crème de si les nazis avaient gagné la Seconde Guerre mondiale, quoi. Oui, oui. Je veux dire, moi j'avais écrit Lupus in Fabula pour sortir donc des robes qui n'en finissent plus et de boire du thé. Enfin, Oui, ça a c'est autre été chose. fait et refait, quoi. Oui, ça a été fait, refait, et c'est ce que me disait mon éditrice là aussi. C'est que pour eux c'était très original, Lupus in Fabula, ça changeait complètement de ce qui se faisait. Et pour en revenir donc au steampunk et les sources d'énergie, voilà par exemple Victor Fleury, il a une série chez Brajlon de l'homme électrique, l'empire électrique, et c'est le Volta Punk. Il y a aussi donc l'Atom Punk qui se base sur des uchronies qui se déroulent dans les années 50 grâce à l'énergie atomique. Donc ça c'est Johan Elliott par exemple avec France Atome. Et voilà, et donc moi mon roman, j'aime beaucoup parler donc du Gatsby Punk comme si c'était une source d'énergie parce que c'est la référence évidente à Scott Fitzgerald et à cet aspect joyeux des années 20 et en même temps avec une certaine amertume
en dessous. Mais en réalité, vu que la source d'énergie c'est le radium, ça serait rangé dans le radium punk. Et voilà pour le steam, oui. Je crois que c'est toi et Stelfy qui en avez parlé la Oui, première c'est fois, ça. je crois. Et ouais, je connais. Et j'ai dit, ah, mais ça. Parce que tout de suite, en parlant de Gatsby, on cerne tout de suite l'époque, plus que Oui, peut-être voilà. le Radium Punk, je trouve. Ben, Alors, c'est ça. moi qui connais pas grand-chose, hein. Donc voilà, je pense que dans la culture ou dans la littérature, tu me dis Gatsby Punk, les gens ils s'imaginent tout de suite les années 20, quoi. C'était venu le Gatsby Punk, c'est que justement, on se voit régulièrement avec Estelle et autour d'un café, on essayait de définir le genre de Lupus in Fabula, sans passer par la source d'énergie. Et moi, j'avais mis l'année folk punk pour rigoler. Et elle, tout de suite, elle a répliqué, mais Gatsby Punk, évidemment. Ça sonne trop bien en plus. Mais oui, il faut valider, arrêter avec le radium punk. En fait, c'est un peu triste. On est des littéraires, on aime l'imaginaire, et il faut revenir à la littérature, même si c'est de l'imaginaire, c'est un peu de la science-fiction. Donc, nous sommes extrêmement sérieux, on se base sur des données scientifiques, et donc on donne à notre genre un genre donc détourné de ses sources d'énergie. C'est un peu tristouille, hein. Enfin, je trouve. Et pour continuer là, pour donc la fantasy historique, j'ai pas du tout pensé à PV, parce que je dois avouer, j'ai lu le premier tome des Lames du Cardinal, et alors je n'ai pas accroché du tout. J'ai lu récemment, alors ça fait ouais. je l'ai tout français. Moi en fait j'ai pratiqué l'escrime ancienne et tout, donc on met des mousquetaires et tout, mais enfin voilà, j'étais partant, mais non, j'ai pas accroché. Pour des raisons qui me sont propres, hein, c'est pas un truc. Du coup, j'ai jamais lu le Paris des merveilles. Voilà. Mais en fait, du coup, pour moi, la fantaisie historique, d'emblée, je dirais, bah non, ça peut pas être de l'Uchronie, puisque c'est de la fantaisie, donc c'est un monde imaginaire, même si elle s'inspire d'éléments historiques. Mais en fait, la base, c'est que c'est un monde imaginaire. Mais en y réfléchissant beaucoup, parce que ça m'a un peu perturbé, je pensais que c'était pas dire non comme ça, là, c'est pas suffisant. J'ai cherché, j'ai pensé à deux œuvres, à la série Ollangar de Clément Béoulier, c'est ça, aux éditions critiques, et justement à la trilogie de la Voix des Oracles d'Estelle Faye. La série Ollangar de Clément Béoulier, en gros, c'est la lutte de classe. C'est l'éditeur de l'époque, c'était Simon Pinel. Il me l'avait vendu en me disant que c'était un Far West lutte des classes qui rencontre Karl Marx, quoi. Et effectivement, et c'est ça qui est intéressant. En fait, donc c'est un monde imaginaire. On a des elfes, des nains, les créatures, mais vraiment la high fantasy à la Tolkien. Mais en fait, l'Uchronie, elle se fait dans cet univers. Pourquoi ? Parce que c'est un événement réel de notre monde qui vient le percuter de plein fouet. Et ça, je trouvais ça super intéressant. Du coup, c'est l'inverse, quoi. Donc c'est le réel colonise l'imaginaire. Et là, je trouvais que c'était assez intéressant. Après, je dis pas que ça peut pas être source de discussion, ou de repréciser. Je crois que c'est ça le point souligné, en fait. C'est l'intrusion dans un monde imaginaire de la révolution industrielle et de toutes les classes que ça engendre. Et concernant la fantaisie historique, c'était, donc je disais La Voix des Oracles d'Estelle Faye, parce que donc ces trucs que j'ai bêta lu, et je me suis fait avoir. C'est-à-dire que les deux premiers, donc c'est une trilogie, les deux premiers tomes, c'est une fantaisie historique romaine, où une jeune fille qui est fille d'un praticien exilé, installé en Gaule, puisque c'est l'Empire romain, se rend compte qu'elle a des pouvoirs d'oracle. Nous sommes à l'époque de la christianisation de l'Empire romain, la fin de l'Empire romain. Donc, les créatures fantastiques, mais aussi donc les divinités polythéistes, sont repoussées, chassées, etc. Donc elle, dans un rêve qui est une sorte d'appel, elle doit rejoindre une certaine forteresse et part à l'aventure sur les routes pavées de l'Empire romain avec des compagnons de voyage qui ont tous leur motivation. Donc c'est une belle et grande aventure de fantaisie historique avec un petit grain d'imaginaire, puisqu'on rencontre Dieu Pan, etc. Et soudain, arrive le tome 3. Il se passe un événement essentiel que je ne vais pas vous révéler concernant l'héroïne, qui fait que on le referme, le tome 3, et on recommence le bouquin au tome 1 pour se dire, mais mince, je me suis fait avoir et je ne l'ai pas vu venir et c'est extraordinaire.
Et vraiment, et de toute façon, bah voilà, j'évoquais tout à l'heure le prix Actu SF de l'Uchronie. Et bah, le tome 3 de La Voix des Oracles a eu le prix Actu SF de l'Uchronie. Et dire c'est un tome 3, c'est pas un one-shot et c'est une fin de série. C'est quand même énorme. Et c'est pour vous dire que le point de divergence, il est vraiment très très fort. Et du coup, donc c'est pour conclure, c'est que pour moi, la fantaisie historique, vraiment, c'est où la réalité déboule dans un monde imaginaire et le retourne, ou bien il y a le point de divergence qui fait qu'on relit tout d'une relecture différente de tous les événements. Après, tout à l'heure, j'évoquais, je me demandais si justement Martin Eden, c'était pas non plus la vie fantasmée de Jack London. Et donc en faisant des recherches, comme j'aime bien lire des uchronies et que je lis tous les genres littéraires, pourtant, de la blanche, de la poésie, du théâtre, de l'imaginaire évidemment, je voudrais parler en fait de 2 bouquins de littérature blanche. Il y en a un que j'ai pas réussi à mettre la main dessus. C'est un livre qui s'appelle Louis Capet, Suite et Fin. Donc c'est une uchronie de blanche. Et en fait c'est quoi ? C'est les grands électeurs qui ont décidé la décapitation de Louis XVI votent pour qu'il soit épargné. Et du coup, l'auteur, donc c'est Jean-Luc Benoziglio, ça a été édité aux éditions de Seuil il y a peut-être 15 ans, imagine que le citoyen Capet, donc Louis Capet, ex-Louis XVI, s'installe en tant que serrurier sur les bords du lac Léman en Suisse. Voilà, il n'est pas exécuté. Et puis, il y en a un autre aussi, de Laurent Binet. Alors, Laurent Binet, c'est un spécialiste. Il adore faire des uchronies, mais genre, il est édité chez Folio, chez Grasset. Il n'a jamais entendu parler de Bragelonne et autres, visiblement. Et c'est très intéressant. C'est un roman qui s'appelle Civilisation. Enfin, Civilisation, parce qu'il y a un petit Z, et que je suis un peu nul en espagnol. Et en fait, il imagine que Christophe Colomb ne découvre pas les Amériques, qu'il n'y a donc pas de colonisation de l'Amérique du Sud. De fait, l'Empire Inca perdure, devient puissant, et c'est eux qui débarquent en Europe. Donc il y a l'empereur Atahualpa et ses troupes qui débarquent en Europe en 1531 sous Charles X. Enfin voilà, et donc c'est pour dire, tout ça, c'est les uchronies, c'est vraiment dans tous les genres. C'est ça, ça dépasse l'imaginaire. Ça dépasse l'imaginaire au point que justement, il y a des auteurs qui ne considèrent pas que c'est de l'imaginaire, que c'est juste un jeu de l'esprit, donc en blanche notamment. Mais il y a un comics aussi que j'aime beaucoup qui s'appelle Red Son de Mark Millar. Oui, et qui imagine que la capsule contenant Superman arrive quelques heures avant ou après son heure d'arrivée normale, et que du coup la planète a changé, et il atterrit en Union soviétique. Du coup, il est récupéré par des paysans soviétiques qui l'éduquent, il est récupéré par le parti et il est façonné pour être l'homme nouveau communiste qui veut le bien du monde. Et c'est un excellent comics avec un point de divergence vraiment, vraiment drôle, enfin vraiment intéressant, qui est creusé, qui est politique. La figure de Superman, elle est tellement liée aux États-Unis, en fait. Oui. Voilà, qu'est-ce qu'on en fait quand on lui retire tout ça, qu'on le dénature complètement et qu'on en fait autre chose? C'est dingue, quoi. Oui, c'est ça. Et puis surtout, il est profondément bon, mais il a d'autres valeurs. C'est pas la libre entreprise, c'est plutôt le bien pour tous. Enfin, c'est l'égalité. Enfin, c'est assez c'est vraiment un super retournement, quoi, pour une uchronie. Tu nous as déjà fait un beau tour d'horizon là, comme quoi, je pense que les auditeurs se rendent compte à quel point c'est vaste en fait. Et si ça tombe, certains se sont peut-être dit en commençant l'épisode, l'Uchronie c'est quoi ça? C'est quoi ce mot? Oui. Et ils vont peut-être s'apercevoir que finalement ils en ont lu de l'Uchronie sans savoir ce qu'en était. Oui, voilà. Peut-être qu'ils en ont regardé, voilà, déjà. Oui, c'est ça. Ne serait-ce que par exemple une comédie des années 80 avec le Ghostbuster, comment il s'appelle, c'est Un jour sans fin. Oui. Un jour sans fin. C'est une uchronie toutes les 24 heures. Voilà. Mais oui, mais c'est un truc, moi ça a bercé mon enfance, cette comédie. Je viens de penser à une référence de film. T'as déjà vu Jean-Philippe avec Johnny Hallyday? Mais bien sûr, avec Fabrice Lucchini. Oui, ce qu'il y avait dans un monde où Johnny Hallyday n'est jamais devenu Johnny Hallyday, c'est Jean-Philippe Smet. Voilà, c'est ça. Johnny Hallyday a fait 2 disques de 45 tours dans les années 60, le temps qu'il y ait la vague yéyé.
Et puis il est retourné à son métier de garagiste. Et Fabrice Lucchini qui se réveille dans cet univers où Johnny n'existe pas, va chercher Jean-Philippe Smet dans son garage, qui est entre-temps devenu patron de boîte de nuit, et pour lui demander de reprendre la chanson, quoi. Voilà, oui. Récemment, il y a eu un film du même genre qui s'appelle Yesterday, où c'est le même principe mais avec les Beatles. Mais j'ai pas vu, je sais pas ce qu'il vaut. C'est pas avec... Oui, c'est un jeune homme indien qui se réveille dans un univers où les Beatles n'ont jamais existé, mais lui, il connaît toutes leurs chansons, donc il se met à gratouiller, tout le monde se trouve formidable, et il devient une star grâce à la discographie des Beatles qu'il maîtrise, et lui, il essaye de les faire revenir, quoi. C'est drôle parce que là, on se dit, du coup, ils ont... vu que les tubes des Beatles sont des tubes planétaires, lui, en les faisant, ça marche. Mais est-ce que en vrai, alors en vrai avec des guillemets bien sûr, mais est-ce que, parce que du coup, est-ce que ces tubes-là, ils ont marché parce qu'ils étaient géniaux ou est-ce que c'était aussi une époque, donc voilà, une société, donc est-ce que les refaire maintenant, ils auraient autant marché, tu vois, je me pose, est-ce que ça serait aussi simple que ça? Déjà, ils ne seraient pas produits et constitués de la même façon, il faudrait de la boîte à rythme, des choses comme ça, parce que c'était des stars extraordinaires à la hauteur de Beyoncé de nos jours ou ce genre de choses, et du coup ce serait pas du tout les mêmes productions, c'est pas le son de l'époque aussi. Ce serait peut-être un groupe qui vivrait, qui aurait une reconnaissance critique mais pas publique. Peut-être, ouais. Voilà, on leur dirait oui, c'est extraordinaire, génial, mais vous allez juste remplir un Olympia mais pas un Stade de France, quoi. Ah ouais, et si, on peut refaire le monde, hein, voilà. Mais voilà, c'est le si magique de Stanislavski, hein, le théâtre et tout, enfin bon. Et tu vois, en parlant avec toi, je m'aperçois que j'avais vraiment peut-être une vision limitée, parce que moi j'avais essayé de définir quelque chose, l'Uchronie, ma définition à moi, je considérais que c'était l'Uchronie, ou en tout cas vraiment l'Uchronie quand c'est vendu, que l'œuvre est vendue comme telle auprès du public, tu vois. Oui. Quand en fait il y a une vraie écriture de l'histoire, dans le genre en fait que ça soit moi je voyais comme ça plus les événements marquants, alors que j'entends marquants, c'est genre les événements qu'on va étudier dans les livres d'histoire par exemple, qui sont en fait impactés, changés ou même parfois supprimés. C'était ça l'idée que j'avais retenue. Vraiment comme uchronie, comme genre, mais comme on voit, on peut avoir des œuvres de plein de genres différents. Je crois que tu vas dans tes recommandations, c'est le cas, ou qui sont d'autres genres, mais qui sont aussi des uchronies finalement. Sont aussi des uchronies et pas. Le point des divergences, il est quand même essentiel dans l'Uchronie, mais en même temps, c'est pas obligé d'être quelque chose, un événement daté. C'est comme ce que j'évoquais tout à l'heure pour Rosette Feu de Xavier Mauméjean. Les dragons, ils existent. Ils ne se sont pas mis à exister à un certain moment où ils ne sont pas sortis des éprouvettes d'un scientifique japonais pour la Seconde Guerre mondiale, quoi. Du coup, le monde est différent, mais il n'y a pas de point de divergence, donc c'est une uchronie. Maintenant, j'aimerais bien qu'on se concentre sur la sienne, l'Uchronie, donc Lupus in Fabula. Donc tu nous as dit c'était Lucas Wilpon, donc dans les années 20, les années folles. De mémoire, c'est 1925, je crois. C'est 1925, ah oui, ça c'est essentiel dans le livre. C'est important d'en parler. Oui. Là, je voulais savoir pourquoi tu avais choisi de réécrire ces années folles et pour quel élément clé de cette période tu avais choisi d'exploiter du coup dans ton roman. Alors, moi j'ai déjà choisi tout simplement de réécrire les années folles parce que j'adore cette période. J'accroche à l'esthétique, à la mode, à l'art, à la poésie, à la littérature, vraiment. Ça me parle, tout simplement. J'ai travaillé un petit peu au musée d'Orsay, je me régalais, je voyais les meubles, etc. C'est une période qui me plaît. Après, c'est aussi une période qui me plaît, mais aussi qui se repose sur la lutte des classes, sur l'exploitation coloniale. Il ne faut pas être naïf non plus. Il ne faut pas juste vouloir voir le beau côté brillant de la médaille, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a une vision un peu idéalisée de nos jours des années 20. Oui, alors c'est ça. C'était, voilà, tu vas en reparler, je pense, mais c'est quand même juste l'après-guerre, quoi. Donc, voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Et donc, tout à l'heure, je disais plus haut, tout à l'heure que un de mes genres favoris, c'est le post-apo. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai traité justement les années 20 comme étant un post-apo. C'est-à-dire que on sort donc, dans la réalité, c'est 14-18.
Il y a un énorme changement de société. Hein. Les femmes, elles se sont rendues compte qu'elles n'avaient pas tant besoin de ça que les hommes pour s'assumer. C'était pas mal. Elles se sont toutes mises à se couper les cheveux. C'est devenu la mode, oui, mais à la base, c'est parce qu'elles sont allées remplacer les hommes dans les usines pour pas se faire prendre dans les machines ou pour éviter donc que la fraise, leur mèche se prenne dans les fraises industrielles, etc. Donc on imagine tout de suite, oui, les années folles, porte-cigarette, jazz, Charleston, faire la fête tout au bout de la nuit avec Josephine Baker, avec sa jupe en banane. Joséphine Baker, entre parenthèses, hein, ce sera une grande résistance de la Seconde Guerre mondiale, de nationalité française et espionne. Enfin, incroyable cette femme. Hein. Je l'ai pas mise dans le Lupus in Fabula, mais un jour elle reviendra. Enfin, certes, c'est ça les années folles. Ok, c'est la fête. Ok, d'accord, c'est bien. Mais par contre, dans les rues de Paris, les gens, il y a des milliers et des milliers de personnes défigurées, amputées, blessées de guerre, invalides, des vétérans complètement abîmés. Le stress post-traumatique, on n'en parle pas. C'est vraiment une société. Les hommes qui sont partis là, 4 ans, ceux qui ont réussi à revenir, où ils sont brisés, et ceux qui s'en sortent le mieux, ils se retrouvent dans une société qu'ils ne reconnaissent plus. Les jupes, elles se sont raccourcies sous le genou. Les cheveux longs, il n'y en a plus. Les femmes, elles travaillent. Et les hommes ont presque du mal à revenir, quoi. Déjà, ils ont l'habitude de se battre, d'accord. Mais en plus, oui, on n'a pas besoin d'eux. c'est terrible, c'est terrible. Et justement, je me rappelle peut-être un déclic là sur les années 20 pour moi, c'est que quand j'étais au collège, on a regardé un documentaire pendant le cours d'histoire qui se terminait par ces mots qui me sont restés, qui étaient « En 4 ans, on a changé de siècle ». Et je trouve que c'est hyper pertinent comme phrase et que ça synthétise exactement les années folles. En 4 ans, on a changé de siècle. Avant-guerre, les femmes, elles ont encore des robes qui traînent au sol avec des faux culs. Elles portent des corsets, corsetés, et leurs filles, à 18 ans, elles ont des petites robes légères à bretelles pour aller danser, où on devine toute leur silhouette. Et il y a aussi une liberté de mœurs. Il y a toujours eu une liberté de mœurs, c'est juste qu'on ne disait pas avant, hein, on n'est pas naïfs. Mais c'est plus affiché, on va dire. Moi, j'avais vu ça dans la série Downton Abbey. Mais exactement, j'adore cette série. Qui commence en 1912 avec le naufrage du Titanic, mais on les suit pendant toute la période. Et oui. du coup, la période de guerre et de l'après-guerre, et on a la différence entre les filles Crowley et la vieille tante qui est jouée par Maggie Smith, là. Ah oui, tante Violette. Voilà, et on voit la différence dans les costumes. Et j'aime beaucoup, moi, ces périodes-là, entre deux, le bascule d'un siècle à l'autre. Il y a ça aussi, alors, rien à voir avec l'Uchronie, etc., mais dans des adaptations comme Orgueil et Préjugés, où on voit vraiment la mère Bennett, Catherine de Bourg, ça, elles ont vraiment les robes 18e. Et les filles Bennett, elles ont déjà la taille empire, etc. Parce que le film avec Keira Knightley, il est fin des années 1790, c'est vraiment le basculement, tu vois. Et j'aime bien comment les costumes représentent ces différentes générations et comment une société se transforme. Et c'est tellement ça, en fait, avec les années 20, en fait, les costumes, alors c'est encore plus flagrant sur les femmes, bien sûr, parce qu'on pense tout de suite aux personnes. Les femmes, les hommes, ils sont tout le temps en smoking, cravate, c'est triste. C'est ça. C'est chiant. J'aime. C'était super intéressant ce que tu disais sur ce qu'il y a sous les paillettes, en fait, de cette époque-là. Voilà. Cette souffrance de l'après-guerre. Moi, il y a une œuvre dont je parlais dans le précédent épisode qui m'a beaucoup marqué, pour le voir là-haut de Pierre Lemaitre, puisqu'on est vraiment dans directement à l'après-guerre, mais on va suivre ces gueules cassées. Les gueules cassées, justement, il a tellement... en souffrance, et qui sont dans une société qui... C'est pas eux qui sont inadaptés à la société, c'est la société qui est pas adaptée pour les accueillir après tout ce qu'ils ont vécu et tout ce qu'ils ont sacrifié. C'est une époque qui est fascinante, je trouve. Ouais, complètement. Et puis en plus, c'est un après, et c'est déjà le début de quelque chose, puisqu'on va en reparler. C'est déjà la montée du fascisme en Europe, etc. Dès les années 20, en fait. C'est pas commencé en 39 avec l'invasion de la Pologne, ça a commencé déjà bien plus tôt. Oula, oui, voilà. Justement. et justement, moi, j'avais cette idée,
c'est pas utilisé dans le roman, mais voilà, je me disais, pour souligner un peu ce que c'est que cette période, c'est que on peut avoir une flappers, une garçonne qui sort à l'aube, voilà, d'un endroit où elle a dansé toute la nuit, et puis elle va croiser dans la rue au petit matin un gueule cassé vétéran qui est déjà en train de mendier dans la rue avec ses médailles au revers de sa veste élimée, quoi. Enfin, c'est terrible. Mais justement, donc du coup, je voulais parler de ça, de ce déséquilibre entre paillettes et puis obscurité, en quelque sorte. Mais aussi, c'est que nous, on est du 21e siècle, pardon, on sait que c'est pas la Berdédère 14-18. On sait que 39-45 arrive et qu'il y a 33, en 33 on a la crise économique et 25 il se passe encore autre chose. Donc c'est ça aussi que je veux traiter. C'est que moi j'écris, alors on est dans les années 20, on est dans l'imaginaire, dans l'Uchronie et dans du steampunk, enfin du Gatsby punk. Mais moi ce qui m'intéresse c'est de parler de maintenant. Et justement, de la montée des fascismes et comment ça s'installe et comment les gens les laissent s'installer par paresse, par confort, parce qu'ils ont pas envie de lutter ou c'est plus facile de mettre le mauvais bulletin dans l'urne, quoi. Et donc, c'est pour ça que donc, Lupus in Fabula, j'évoquais 25 à l'instant, on en parlait, c'est que Lupus in Fabula, c'est la publication de Mein Kampf en Allemagne. Déjà, c'est-à-dire que quand Hitler il écrit Mein Kampf, il est en prison. Pourquoi ? Parce qu'avec son jeune parti, il a déjà essayé de faire un putsch en Allemagne. Donc déjà, les années 20, c'est entre guillemets, c'est l'après-guerre, c'est ce qui va faire le lit du fascisme des années 30, 40. Et sachant que Hitler, il était caporal pendant la Première Guerre mondiale. Donc c'est lui aussi un vétéran. Et en fait, bon, les Alliés, ils ont tellement écrasé l'Allemagne sous des dettes, etc. C'est ça, avec le traité de Versailles en 19... Avec le traité, exactement. Une humiliation, la République de Weimar, la presse. En fait, les années 20 en Allemagne, c'est vraiment... en fait, la montée d'Hitler au pouvoir, c'est la conséquence directe de la défaite de l'Allemagne dans la Première Guerre mondiale, quoi. Ah, complètement. Et justement, il y a des uchronies qui imaginent, et si Hitler s'était pris une balle dans le crâne en 14-18 s'il était devenu... il y a cette une blague sur les réseaux sociaux, s'il avait pas été viré de son école de peinture, là. Non, c'est pas ça. C'est s'il avait réussi le concours d'entrée. C'était le concours d'entrée. Il a même pas d'entrée. Il n'y a pas eu le privilège d'y aller du tout. Donc voilà, sur des sujets graves, on peut mettre de l'imaginaire et de la fantaisie et de la science-fiction, etc. Mais il faut le traiter vraiment avec une justesse pertinente par rapport à l'histoire, parce que de toute façon, après, tout est possible. Et d'autant plus qu'on est dans l'Uchronie, donc on peut vraiment faire dévier l'histoire et parler de nos jours à nous aussi, quoi. Mais bon, et à la base de tout ça, pour finir sur une touche un peu plus légère, à la base, moi, donc j'ai écrit des nouvelles, et il y a 2 nouvelles, une en particulier qui est vraiment à l'origine, 2 nouvelles à l'origine de Lupus in Fabula, et une qui parle d'un auteur que je voulais sauver, que j'avais écrit pour ça, et j'ai créé la cybernétique qu'on retrouve dans Lupus in Fabula dans cette nouvelle. Elle est dans le tome 2 de Dimension Uchronie, dirigé par Bertrand Campès chez Rivière Blanche. C'est un texte où en fait on a Apollinaire qui a survécu à la Première Guerre mondiale, mais ce qui l'a tué en réalité, c'est il a été trépané, et ensuite il était tellement affaibli qu'il a été tué par la grippe espagnole. Oui, c'était la grippe espagnole. Est-ce qu'il est mort à toute fin, je crois, hein ? Ah alors en fait, j'ai lu qu'il est mort le 11 novembre 1918. Il est mort le jour de l'armistice. Et apparemment, d'après ce que j'ai lu, mais j'ai pas trouvé 2 ou 3 sources différentes, j'en ai lu qu'une seule, donc méfiance, mais voilà, d'après les témoignages, tandis qu'ils emmenaient le cercueil de Guillaume Apollinaire jusqu'au cimetière du Père-Lachaise, les gens étaient en liesse dans les rues et hurlaient « à mort Guillaume », c'est-à-dire le Kaiser. Voilà, pour le Kaiser allemand. Voilà. Je l'ai lu une seule fois dans un bouquin plutôt sérieux, mais j'ai une ou 2 biographies de Guillaume Apollinaire là, donc j'irai voir à l'occasion. Donc voilà, je voulais sauver le soldat Guillaume Apollinaire, donc j'ai inventé la cybernétique. J'avais une autre nouvelle où j'avais imaginé le petit chaperon rouge qui allait en psychanalyse chez le grand méchant loup. Ah, du coup, j'ai mélangé les deux, j'ai écrit Lupus in Fabula. Je trouve ça super beau, ce pouvoir que tu as en tant qu'auteur
de vouloir sauver quelqu'un, la vie de quelqu'un en quelque sorte. Je trouve ça Oui. super beau, le pouvoir d'imagination des mots. Et alors moi je m'en souviens, il y avait Apollinaire dans notre roman, il y a Picasso aussi. Ouais. Il y a Euh, Fujita. oui, Fujita. Alors moi j'aime beaucoup parce que moi j'ai grandi près de Reims, et à Reims c'est la Ah, chapelle Fujita où j'allais bah souvent oui. quand j'étais petite. Et voilà, quand j'ai vu Fujita, je suis oh Fujita, je Et connais. oui. Il y a Kiki Montparnasse, je crois À aussi Kiki dans ton roman. Montparnasse, j'ai eu un Voilà. coup de cœur absolu sur elle. Enfin, je la connaissais déjà, mais du coup, pour écrire mon roman, je me suis vraiment penché sur du documentaire. C'est une personne joyeuse, pleine d'entrain, qui s'en faisait jamais, d'après la façon dont elle se présente et les témoignages qu'on a. D'ailleurs, ça tombe bien parce que du coup, ça permet d'enchaîner directement avec la question suivante que j'avais. Oui. Du coup, le fait dans l'Uchronie de pouvoir mêler des personnages historiques avec des personnages fictifs, comme Amadeus Wolff par exemple, moi je me demandais comment on peut en tant qu'auteur s'approprier en fait le destin de personnes qui ont réellement existé. Parce que je parlais de pouvoir, mais c'est vrai que on parle de vraies, véritables personnes. Du coup, il y a un Ouais. respect par rapport à ces personnalités-là quand même. Oui, alors déjà, on est des auteurs, des autrices, on écrit des romans et pas des biographies. Voilà. Bon, déjà, on va commencer par là. Enfin, je veux dire, j'ai pas écrit de biographie. Mais c'est surtout, à force de côtoyer ces personnes. Par exemple, moi, je sais que je lis Apollinaire depuis le collège. Hein, je l'ai découvert parce qu'on a étudié alcool. J'avais rien compris parce que j'étais plus dans une période romantique, etc. Et puis en fait, ça m'a tellement perturbé, ce modernisme, c'est l'école chic, tu compares la femme que tu aimes à une vache qui s'empoisonne dans les prés. Enfin, j'étais là, mais il est fou. Et voilà, mais voilà, et du coup, ce qui juste faire, moi j'ai fait beaucoup de recherches documentaires parce que j'adore ça, mais en fait, en même temps, j'ai une formation universitaire, j'ai l'habitude je sais quoi chercher, où, comment l'utiliser, de quelle source me méfier. Quand j'ai un doute, j'entrecroise les infos par plusieurs sources, c'est ce que je disais il y a quelques instants. Et voilà, mais justement, il faut aussi donc respecter du coup, la période, les mœurs de la période, mais aussi les mœurs de la personne. Je veux dire, à ma connaissance, par exemple, quelqu'un comme Pablo Picasso n'avait pas de relation homosexuelle. On ne va pas lui en inventer. Parce que si on veut rendre son uchronie vraisemblable, il faut que tous les éléments, à mon avis, tous les éléments issus de la réalité soient réels et vérifiables. C'est pour ça, donc, recherche documentaire sur la période historique, sur les événements, sur la mode. J'ai pas mis certains modèles de voitures parce qu'ils n'existaient pas en 1925, qui sont sortis qu'en 26 ou 27. Oui. Pareil pour les armes à feu. Je mets les références des armes à feu. Mais en plus, c'est très facile à trouver ça. Après, on va juste vérifier en bibliothèque. Voilà, la technique, moi, c'est Wikipédia. Et ce qui est intéressant dans Wikipédia, c'est pas l'article, c'est les références à la fin. C'est Tout ça. en bas. Tout en bas. Et là, on a des sources hyper intéressantes qu'on peut aller triturer. Donc vraiment, utiliser des ressources documentaires fiables, mais aussi, c'est pas suffisant. Il y a des gens, il y a des auteurs, des autrices qui écrivent en musique. Moi, je suis incapable de faire ça. Par contre, pour écrire le Lupus in Fabula, j'écoutais énormément de musique de la période, du Charleston, du jazz. En plus, j'adore le jazz, moi, à la base. Mais bon, c'est le jazz spécifique, Big Bang des années 20. Mais c'est avant. C'était toujours avant les séances d'écriture. C'était pour me faire un sas entre la réalité et la séquence d'écriture. Et en séquence d'écriture, ça sert à rien que je mette de la musique. De toute façon, je suis trop concentré, je l'écouterai pas. Voire même, je vais me laisser emporter par une phrase musicale, m'envoler lyrique d'un saxophoniste ou d'un trompettiste et c'est fini, quoi. C'est ta machine à remonter le temps avant. C'est exactement ça, tout à fait, tout à fait. Et du coup, voilà. Mais après, je vis à Paris, je connais bien la ville. Ça fait, je suis arrivé quand, moi, ici, il y a 24-25 ans. Et du coup, le quartier du Montparnasse, mais je le connais. Je sais où est les endroits où elle est Kiki de Montparnasse, enfin pas Apollinaire justement, Pablo Picasso, Fernand Léger, et j'y suis allé. Et quand j'ai su qu'avec ma femme, on a eu donc notre deuxième enfant, quand on a su qu'on allait avoir un deuxième enfant, que c'était une petite fille, on a été prendre un verre à la Rotonde, où c'était la fête jusqu'à l'aube, dans les années 20, tenue par le père Loubier, enfin voilà. Donc
une démarche documentaire, mais aussi une démarche où on passe par les sens, par la connaissance des choses, arpenter le quartier, retrouver des plaques. Ici a vécu un tel de 1919 à 1927, etc. C'est vraiment important. Une dernière chose que j'aime beaucoup pour faire les recherches documentaires, c'est donc ce que j'évoquais tout à l'heure, ce sont les documents de première main. C'est-à-dire que ce n'est pas des essais, ce n'est pas des biographies, c'est des œuvres produites par les intéressés. Donc, je me suis beaucoup inspiré donc, de la peintre Tamara de Lempicka pour le personnage de Ruby Reed, au physique. D'ailleurs, oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, j'ai tout de suite pensé au fameux tableau avec une femme blonde habillée en vert de Tamara Lempicka quand j'ai vu la couverture de ton roman pour la première fois. J'avais donné la référence à l'illustratrice Juliette A. Illustration qui a fait un super travail assez incroyable donc sur l'illustration de mon roman. Mais par exemple, évidemment, la poésie. La poésie d'Apollinaire, mais bon, ça, j'en ai plein chez moi. Enfin, je veux dire, c'est pas. Et par contre, ce que j'ai lu, un truc que j'ai adoré, c'était les mémoires de Kiki de Montparnasse. Elle raconte sa vie avec une gouaille folle. Et c'est pour ça que, habituellement, moi, je suis pas partisan de faire recréer des accents. J'ai peur d'être insultant, en fait, que ce soit un accent de paysan bas breton, un accent d'un citoyen, enfin non, d'un non-citoyen français d'Algérie des années. On tombe facilement dans la caricature, en fait. C'est ça, ou enfin voilà, et je trouve que c'est vraiment limite. Mais dans son journal, elle écrit comme ça. Elle écrit comme ça. Ouais, d'accord. Elle écrit comme ça. Et c'était aussi génial, j'avais entendu le témoignage. Donc ça c'est un témoignage radiophonique. Il y avait eu une émission sur Radio France qui parlait des grandes photos du siècle. Et donc, il parlait de la photo. Donc, hop, un petit coup de Wikipédia et on sait tout de suite de quoi il s'agit. Et il parlait de la structure, l'analyse artistique, mais il parlait aussi, il y a des témoins. Et la fameuse peinture, la fameuse photographie qui représente Kiki de Montparnasse, de dos, nu, de dos, avec les ouïes d'un violoncelle sur les hanches. De Man Ray ? Non, c'est pas de Man Ray. C'est Kiki de Montparnasse. Voilà. Et donc, j'écoute cette émission. Elle a été la maîtresse de Man Ray très longtemps aussi. Et la personne disait qu'elle avait un accent bourguignon à couper au couteau qui était assez extraordinaire. Et ce que je retrouvais donc dans les mémoires de Kiki de Montparnasse, dans son écriture. Et puis elle avait ce côté généreuse mais sans le sou, qui allait se faire ses toilettes à l'ouverture des cafés dans les toilettes des cafés. Enfin voilà. Enfin, j'ai eu un coup de cœur sur Kiki de Montparnasse. C'est le genre de personnage qu'on voudrait l'inventer nous-mêmes, on n'y arriverait peut-être pas, tu vois. Voilà. Si on la met, on se dit non, mais c'est trop une caricature de la femme qui pose nue pour les peintres, qui se les tapent tous et qui fait la fête au bout de la nuit et qui pourtant meurt seule et fauchée, quoi. Et ben non, c'est vrai, c'est sa vie, vraiment. Et enfin voilà, donc pour retomber sur nos pattes, oui, donc les documents de première main, mais pensez-y, quoi. C'est extraordinaire. Et pour faire une uchronie, ça donne une patte, une réalité, parce qu'elle va parler des alcools favoris qui sont à la mode à l'époque, mais qu'on ne retrouve pas spécialement en faisant des recherches. Tu sais, des petites choses comme ça, qui donnent une patine réelle. C'est un témoignage direct de l'époque et de la personne concernée, donc il n'y a pas mieux comme source, quoi. Bah oui, c'est ça, même si ça peut être biaisé, que les gens peuvent... voilà, hein. Mais il faut avoir une démarche aussi de faire la part des choses. Aussi. Parce que moi, je m'étais posé la question en préparant le podcast, est-ce que jusqu'où on peut aller dans la fidélité historique, puisque par définition, l'Uchronie, on réécrit l'histoire. Du coup, automatiquement, cette histoire-là ne sera plus la même que la vraie histoire. Donc, c'est pour ça que je m'étais posé les questions. Voilà, tout simplement, dans ton roman, moi, j'avais adoré le concept de base, que ce soit rien qu'un détail, mais c'est la guerre 14-17, parce qu'elle s'est arrêtée plus tôt. D'ailleurs, on n'en a pas trop parlé de ça, je crois. De cette innovation scientifique grâce à Marie Curie, qui a permis d'arrêter la Première Guerre mondiale 1 an plus tôt.
Donc, Et oui, tu vois, c'est ça. Comme, du coup, est-ce que automatiquement, ce qui en découle, mais qu'est-ce qu'on va changer dans les mœurs, dans les détails, puisqu'automatiquement, on se permet d'écrire de l'histoire. Donc, je me demandais, est-ce qu'on peut aussi se permettre de faire des changements historiques? Est-ce que le lecteur pourra nous le reprocher ou non, puisque le parti pris, c'est de changer l'histoire, tu vois? C'est ça. voilà, donc qu'est-ce qu'il va nous reprocher du coup? Voilà. Est-ce qu'on peut tout dire? Bah non, c'est pas la même histoire, c'est une chronie. Bah, c'est une uchronie, c'est écrit dessus, c'est un roman. Donc tout va bien, on est en terre inconnue. Non, oui, c'est vrai que moi, dans mon roman, en fait, donc, pour resituer rapidement, donc Amadeus Wolff, mon protagoniste principal, est allemand. C'est un scientifique qui fait des expériences sur les gens. Pourquoi? Pour mettre au point un mutagène qui leur permet de se transformer en leur animal intérieur. Un peu comme dans les Tortues Ninja, hein, parce que j'ai toujours, Voilà. non, mais je suis Ouais. toujours à deux doigts de la blague, qui leur permet de renvoyer les grands blessés sur le front, en fait. En face de ça, donc comme tu l'expliquais, il y a Marie Curie qui, elle, grâce donc à sa maîtrise du radium, crée des prothèses articulées qui permettent aux soldats français, eux aussi, de repartir sur le front. Mais c'est juste que la technologie est plus puissante du côté français et que du coup la guerre de tranchées devient une guerre de mouvement. Donc elle s'interrompt plus vite. Voilà. Et le prologue de mon roman, c'est les Français ont pris Berlin et Amadeus Wolff, sous la forme d'un loup, parce qu'il a des choses à se reprocher, tout le monde veut sa formule de mutagène, il le prend et il s'escamote pour Paris incognito, justement. Et voilà, et du coup, dans la cohérence historique, donc voilà, moi j'invente une technologie qui rebat les cartes de 14-18, qui devient donc 14-17. Mais après, justement, on touche aux limites de l'Uchronie et à ses cohérences. Et c'est pour ça, donc, je vais pas du tout... je vais prendre une œuvre en particulier. J'en ai parlé à l'auteur, j'ai parlé à l'auteur pendant qu'il l'écrivait, et je n'avais pas été satisfait de ses réponses. Et en fait, ce roman, il a quand même eu le prix Actuessette de l'Uchronie. Hein. Donc c'est moi qui me demande où est-ce que je n'ai pas compris. Donc en fait, je voudrais parler donc pour les limites de l'Uchronie et en abordant un thème sur la cohérence historique, c'est évoquer le cas des temps ultramodernes de Laurent Genefort chez Albin Michel Imaginaire, qui en fait propose donc une Uchronie qui est floue aussi. Pourquoi? Parce qu'au 19e, on découvre une matière première qui s'appelle la cavorite, qui est une matière qui permet d'annuler les effets de la gravité, donc nouvelle source d'énergie. Du coup, c'est un roman, ça m'a attiré parce que forcément, ça se passe dans les années 20 et précisément en 1924. Du coup, donc Laurent Genefort, il écrit un monde, on maîtrise, c'est maîtrisé hein, en 1924, c'est bon, c'est celui qui s'est découvert au 19e. On est dans les années 20, mais il n'y a pas de Première Guerre mondiale. Pas de Première Guerre mondiale, il y a juste un court conflit en 1912 qui dure 6 mois. On ne change pas la face de la société. Et il nous parle quand même de Flappers, il nous parle quand même de Garçon, et j'ai pas compris pourquoi, puisque, ce que je disais tout à l'heure, c'est devenu une mode. Pourquoi? Parce que les femmes ont dû remplacer les hommes à l'usine, dans les travaux des champs, qu'elles ont dû se couper les cheveux. Mais aussi, il parle de la montée du fascisme en Italie, avec Mussolini. Mais le problème, c'est que Mussolini, lui, il crée une entité qui s'appelle les faisceaux de combat de retour de 14-18 qui lui permettent ensuite de monter plus dans la politique, etc. Donc sans 14-18, pourquoi est-ce qu'il y aurait des chemises noires? Je me pose la question. Ça m'a perturbé à la lecture. Je comprenais pas, du coup, je me disais, mais attends, le point de divergence. En fait, le point de divergence, c'est pas la découverte de la cavorite. Le point de divergence, c'est il n'y a pas de Première Guerre mondiale. Donc, du coup, ça m'a vraiment perturbé. Je me pose encore la question, faut que je le relise, je sais pas, il y a peut-être un truc qui m'a échappé. Parce que donc, il y a quand même de la montée du fascisme en Italie, hein, mais pas du tout en Allemagne. Il n'y a rien en Allemagne. Donc, pourquoi? Pourquoi Je n'ai pas trouvé. Non, mais je suis perturbé. Donc voilà, ça m'a. Pour les limites de l'Uchronie, justement, ce n'est pas cohérent pour moi.
que cet univers évolue de cette façon s'il n'y a pas de Première Guerre mondiale. On devrait avoir la Belle Époque qui se perpétue indéfiniment, quasiment avec les évolutions technologiques. Mais il y a des garçons. Donc j'ai pas compris. C'est tellement une image qu'on associe à cette époque-là que... En fait, il y a des clichés entre maîtres qu'on associe à des époques. Et je pense que ça va peut-être perturber des lecteurs plus peut-être novices de ne pas avoir trouvé ça. Et je crois que c'était justement Estelle Faye qu'on avait parlé dans un épisode de procrastination. Oui. Je crois que c'était ça, dans cet épisode-là, les clichés par rapport aux gladiateurs. Oui, ça me dit quelque chose. Par exemple, si on met dans un film des gladiateurs, des femmes gladiatrices, les gens vont crier à l'incohérence alors que ça a réellement existé. Alors que par contre, on va crier à une œuvre comme Gladiateur de Ridley Scott. On va dire que c'est très fidèle historiquement, alors qu'historiquement, un homme comme le héros Maximus, non Maximus, je crois, ouais. Par son statut, en fait, dans la société romaine, n'aurait jamais pu arriver à ce statut de gladiateur, en fait. Et pourtant, tu demandes à quelqu'un dans la rue, il va te dire que gladiateur, c'est cohérent de façon historique, alors que des femmes gladiatrices, ça ne le serait pas. Alors c'est plutôt l'inverse. Parce qu'en fait, on associe tellement des idées, des clichés, presque des stéréotypes par rapport à certaines époques, que peut-être que de ne pas avoir les garçons dans un roman qui se passe dans les années 20, il y aurait peut-être des lecteurs qui auraient peut-être trouvé ça bizarre, tu vois. Oui, c'est complètement... Ouais, mais c'est complètement ça. Ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé à l'idée des clichés, donc ça résout peut-être partiellement mon interrogation. Hein. Oui, non, c'est très très juste et bien. Et voilà. Et justement aussi pour les limites de l'Uchronie, donc mis à part la cohérence historique, parce que du coup, quand on déplace un élément, il y a l'effet domino derrière. Il y a aussi les connaissances historiques, mais du lecteur. Et moi, alors là, c'est moi qui suis en porte-à-faux. C'est que j'ai voulu lire Rêve de gloire de Roland-Sier-Wagner, qui donc est une uchronie qui se passe au XXe siècle, à la toute fin de la guerre d'Algérie en 62, et qui imagine que l'attentat perpétré par l'OAS contre le Charles de Gaulle au Petit Clamart réussit. Mais le problème, c'est... Voilà. Et le truc, c'est que moi, je lis beaucoup sur la guerre d'Algérie pour des démarches personnelles, et que je ne suis pas assez un fin connaisseur pour le moment pour apprécier l'Uchronie, voire même, j'ai peur que l'auteur, qu'un roman, me fiche des idées fausses dans la tête. Et du coup, la limite de l'Uchronie, ce n'est plus comme avec Laurent Genefort, ce que j'estimais auparavant, mais c'est, moi, en fait, tout simplement, c'est que je n'ai pas le niveau de connaissance assez fin pour me défier du vrai et repérer le faux. Et... Enfin voilà, c'est perturbant, mais c'est vraiment donc, tu vois, l'Uchronie, il y en a qui se lisent comme ça, mais celle de Roland-Sier-Wagner qui est très dense, qui a eu le Grand Prix de l'Imaginaire, je crois, donc il y a 10-15 ans, hein, parce qu'il est décédé depuis. C'est un texte fouillé, c'est dense, historiquement riche, d'autant plus que lui, il est né à Bab el-Oued, en Algérie française, etc. Donc ça le touchait particulièrement aussi, quoi. Voilà, enfin c'est la limite d'une uchronie, c'est parfois dans ce cas, en tout cas en ce qui me concerne moi, c'est le lecteur. Écoute, c'était une réflexion intéressante ça que tu as soulevée. Écoute, je pense qu'on a déjà fait un beau tour sur l'Uchronie en tant que genre et comment tu l'abordais toi dans ton œuvre. Et je te propose, si tu veux, que maintenant on passe à notre dernière partie où cette fois on va parler de l'Uchronie et celle qu'on a croisée dans nos lectures. Je t'avais demandé de sélectionner plusieurs uchronies que tu avais envie d'en parler, qui t'avaient marqué, nous expliquer pourquoi. Moi, de mon côté, j'ai fait de même. Alors, en regardant, en préparant le podcast avec toi, j'ai vu que ce qu'on a sélectionné, ça se complète bien, parce que moi, je suis plus sur la jeunesse et de l'adolescent niveau recommandation, parce qu'en fait, c'est des lectures que j'ai fait assez jeune. À l'époque où je savais pas ce que c'était l'Uchronie encore, donc j'en lisais sans savoir ce que c'était. Voilà. Et du coup, je pense que ça va bien compléter les recommandations, je pense. Voilà, ça va faire un panel assez large pour le public. Mais puis comme tu l'as invité, je te laisse l'honneur de commencer. Eh bien, donc, je vais vous parler d'une uchronie de science-fiction.
Parce que ça m'intéressait d'aborder l'Uchronie dans ce genre littéraire, parce qu'on se dit, mais la science-fiction, c'est l'avenir. Oui, mais un avenir qui se base sur quoi? Donc, j'ai pensé, et c'est vraiment un bouquin que j'ai adoré, que j'ai dévoré, c'est Le Chant de Neuilling d'Émilie Kerbalek, chez Albin Michel Imaginaire. Il fallait que j'en parle. Actu SF de l'Uchronie, hein, il est dans la sélection de cette année. Donc, comme quoi, je me suis dit, mon intuition était très juste. Et en fait, Émilie Kerbalek, elle imagine donc à des milliers d'années-lumière de chez nous, une sonde terrestre capte des champs de baleines sur une planète inaccessible. Nous sommes au XXVIe siècle. Se monte une expédition qui part pour voler pendant une centaine d'années pour atteindre cette planète et découvrir quels sont ces champs. Qui produit ces champs? Est-ce une intelligence, etc. Mais alors, l'Uchronie, où est-elle? Parce que là, on est dans du space op, voire du planète opéra. C'est que on est dans un monde où c'est la société asiatique et notamment chinoise qui a pris le dessus sur l'Occident. Donc, on a une héroïne d'origine qui est française, mais d'origine vietnamienne, qui est bioacousticienne. Mais aussi, par exemple, le grand milliardaire de ce monde qui peut se permettre ce genre de folie, une sorte d'Elon Musk local, qui s'appelle Jonathan Wei, donc sino-américain, et ainsi de suite. Et du coup, toutes les problématiques, toute l'écriture, déjà, dans la forme, l'écriture d'Émilie Kerbalek est très poétique et évoque l'Asie, mais aussi dans le contenu. Il se passe des événements importants pendant les phases de sommeil. Donc une grande partie de voyageurs, dont notre héroïne, disparaît pendant les 2/3 du roman parce qu'elle est en stase de sommeil. Mais du coup, il y a beaucoup d'êtres humains, de passagers, qui, eux, gèrent le fonctionnement du vaisseau et vivent le temps en direct. Donc certains ne verront jamais la planète Neuilling. Et du coup, il y a des révolutions religieuses et culturelles, mais qui sont toutes issues de la culture asiatique. Donc une secte issue du bouddhisme qui se développe, il y a des affrontements, etc. Et c'est toute une histoire aussi un peu de l'Asie qui se profile dans ce vaisseau spatial en direction de champs inconnus. Voilà. Et donc, l'Uchronie, elle est dans le passé, mais c'est une œuvre de science-fiction parce que c'est le résultat de la chute de Domino, quoi. J'aurais pas du tout pensé, hein, parce que je le connaissais de nom, je connaissais l'histoire, mais moi, on me l'avait vendu par rapport à cette expédition spatiale, et je savais pas du tout qu'il y avait une dimension uchronique. Tu me l'as appris là, et je trouve que ça donne une dimension supplémentaire au propos et à l'œuvre. Ouais, j'aurais jamais. Et puis tu vois, le fait de prendre une uchronie mais qui se passe dans le futur, j'aurais pas pensé non plus, tu vois. Et c'est ça, mais je voulais montrer, voilà, c'est l'Uchronie, elle va partout. Ouais. Partout, pas que dans le passé, justement. Pas que dans le passé ou dans notre présent. On peut vraiment aller au XXVIe siècle, en l'occurrence. Merci pour cette première reco. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter dessus ou... Sur Le Chant de Neuilling, il y a l'écriture d'Émilie Kerbalek qui fait que vraiment, lisez Émilie Kerbalek. Et puis voilà, elle est finaliste du PLIB aussi. Vous êtes dans la même catégorie aussi avec ton roman? Oui, on est en adulte. Voilà, donc bonne chance à toutes les deux. Écoute, là, à l'heure où on enregistre, les résultats sont pas encore sortis. Je pense que quand le podcast sortira... 3-4 jours, ouais, mais je sais qui a gagné, parce qu'en fait, on a enregistré la cérémonie virtuelle lundi, donc... mais je ne dis rien. Bouche cousue. Mais c'est vrai que j'avais été invité l'année dernière à la remise de prix, mais là, du coup, je suppose qu'ils ne savaient pas. Mais ouais, c'était très sympa, et c'est vrai que c'est dommage que le PLIB s'arrête. Ils ont fait un travail extraordinaire pendant toutes ces années, et là, la remise des prix donc, est virtuelle. Et la remise de prix se fera quand même, le trophée sera donné physiquement à la personne qui a gagné, aux Imaginales du coup 2024. Du coup, il y aura quand même quelque chose d'organisé, et les finalistes sont conviés pour quand même avoir quelque chose physiquement, et puis bien aussi sûr. Parce que c'est la dernière réunion de tout le PLIB. Et d'ailleurs, le Puissy de Fibula avait été sélectionné, je crois. Oui, j'ai été jusqu'au 25 dernier. Il a été jusqu'au 25, quand même. Ouais, jusqu'au 25, ouais. Ouais, aussi, hein. C'était une belle expérience, ouais.
Bah écoute, merci beaucoup pour cette première recommandation. Je vais enchaîner Je t'en avec prie. la mienne. Oui. Alors, je sais pas du tout si tu connais, donc hop, je te le montre à la webcam, c'est Ceux qui oui, c'est seront. Je Ceux ne qui connais seront pas. de Pierre Bordage. Et en Donc fait, oui, bordage, oui, mais pas le bouquin. c'est le premier tome d'une trilogie, mais moi j'ai lu que le premier tome. J'avais lu la suite parce que je l'ai découvert quand j'étais au collège. Oui, D'ailleurs, donc c'est là, je pense que ça devait être ma première uchronie. Je dis à l'époque où je ne savais pas ce que c'était une uchronie. oui, oui, oui. Et ben là, tu vois, je suis allée le rechercher. Cet exemplaire, c'est celui qui est dans le CD de mon collège où je travaille maintenant comme prof, tu vois. Donc je l'ai relu pour préparer le podcast, etc. Et moi, je trouve que c'est une bonne recommandation pour découvrir le genre, pas seulement parce que c'est de la jeunesse et c'est parce que comme ça que je l'ai découvert, mais parce qu'en fait, le concept, il est vendu sur un concept tout simple. En fait, c'est et si la Révolution française avait échoué. D'accord. Et alors c'est comme ça que je me souvenais, mais en fait, c'est plutôt une révolution française qui a été falsifiée par le pouvoir qui est mis en place, sachant que ça se passe en début 21e, ça doit être dans les années fin des années 2000, début années 2010. D'accord. Mais en fait, c'est le pouvoir en place, en fait, où c'est encore la royauté qui existe, qui explique que la Révolution française a été échouée. Mais quand tu lis le roman, tu découvres que c'est pas aussi simple que ça. C'est plus les idéaux de la Révolution française qui ont échoué, puisqu'en fait, il y a quand même eu quelque chose qui a été mis en place, mais c'est le point de divergence se fait vraiment plus à la fin du 19e siècle. Donc j'avais renoté pour pas dire de bêtises. Oui, c'est en fait le bouleversement, c'est le gouvernement de Gambetta en 1882 qui est renversé, et Jules Ferry qui est assassiné en fait. Et c'est à partir de là, alors déjà que ceux qui s'y connaissent en histoire savent que le 19e siècle, niveau régime politique, c'est déjà le chaos. C'est un peu la valse, oui. Mais là, on a vraiment la Troisième République est aussi très éphémère et chute rapidement. Et du coup, on a une restauration de la monarchie, cette fois pour de bon, puisque jusqu'au XXIe siècle, là où commence l'histoire, on est encore sur une monarchie absolue, avec un roi qui gouverne à Versailles. Donc les nobles sont toujours à la tête de la France, on dit qu'eux, les pauvres, alors ça fait peut-être un peu cliché comme ça, mais c'est le système qui est mis en place, eux, c'est vraiment la main-d'œuvre, quoi. D'ailleurs, je crois qu'on les appelle les coups noirs, d'accord. Et vu que, moi, ce que j'aime bien quand je l'ai relu là, avec mon point de vue de prof, ouais. c'est que vu que Jules Ferry a été assassiné, automatiquement, l'école obligatoire et laïque, c'est pour tous. Gratuite, laïque, obligatoire. Ça n'existe pas du tout, c'est tout le contraire. En fait, ces coups noirs, comme on dit, ils n'ont pas le droit de s'instruire. C'est interdit par la loi, en fait. Il n'y a que les personnes de la noblesse, voilà, qui ont le droit de la bourgeoisie, ouais. de la bourgeoisie d'avoir un enseignement. Parce que pourquoi le savoir, c'est le pouvoir. Dès que quelqu'un est capable de penser, c'est pour ça que quand on a les montées de dictatures, des régimes totalitaires, c'est souvent envers les intellectuels qu'on va s'en prendre. Voilà. Et donc, on va suivre deux personnages, deux adolescents. Il y a de côté, il y a Jean, qui est justement un fils d'ouvrier, donc un coup noir, qui lui va s'instruire en secret. Il y a des précepteurs pour les nobles qui, en secret, décident d'instruire des enfants en coup noir, et l'égalité. Et de l'autre côté, on a donc Clara, qui elle est une jeune noble de Versailles, son père est grand argentier du roi. Qui elle a une instruction à la maison avec un précepteur, mais son instruction va rapidement s'arrêter parce qu'elle est adolescente et on va la marier, donc la marier, un mariage. Ouais. Et à partir du moment où elle va devenir épouse, elle a plus besoin d'être instruite. Évidemment. Voilà. Donc, alors que elle va rêver. Elle, ce qu'elle rêve, c'est de parcourir l'Europe, le monde, voyager, etc. Parce que tout ce qu'elle a pu étudier jusque-là, ça lui donnait envie justement d'en savoir plus. Et bien sûr, Jean, lui, il voyage par cette instruction, rien que le fait de savoir lire, tu vois. Et donc, automatiquement, au bout d'un moment, les destins de ces deux personnages que tout oppose a priori vont se croiser. Et donc, voilà, ce que j'aime beaucoup, c'est le message sur le pouvoir du savoir, de l'instruction, le pouvoir de l'école, ce qui me parle beaucoup maintenant, puisque je suis devenue professeure, donc voilà. Et ça se passe du coup au début 21e siècle, mais l'ambiance m'a beaucoup fait penser à l'ambiance un peu qu'on voit sous l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Parce qu'on a un peu ce côté-là, on a des réseaux en fait d'instituteurs qui font des réunions secrètes pour instruire les enfants qui n'ont pas le droit.
Donc ça fait un peu côté vraiment réseau de résistance avec des Ouais, messages cachés, etc. Il y a une scène où il y a un groupe qui se fait dénoncer et du coup il y a une rafle, quoi. Et parce que voilà, vu que c'est illégal, si t'es arrêté, pris sur le fait en train d'enseigner à des enfants, ou si même les enfants sont pris sur le fait en train d'apprendre à lire, il y a une scène où le héros, et on le surprend en train d'apprendre il apprend à écrire, bah, c'est à peine de mort, des scènes de fusillade par exemple. Je m'en souvenais, ces scènes-là m'avaient marqué, et maintenant que je le relis avec des yeux d'adulte, je dis qu'il y a comme certaines scènes qui m'avaient bien retourné à l'époque, parce que on a une scène dans le livre où tu as d'une scène début de révolte de coups noirs qui montent sur Versailles, et ils se font t'as les soldats arrivent en face qui les massacrent, quoi. Qui les exécutent, ouais. Qui les exécutent, tu vois, la répression vraiment sanglante, quoi. Et c'est ouais, ce fait de que le point de bascule se fasse là, et que du coup c'est pas que il y a toujours un roi en place. C'est tout le côté, en fait, la dimension, l'instruction qui est devenue illégale pour les gens du peuple. Et c'est cette réécriture-là que je trouve intéressante, en fait, tout simplement, mais des choses auxquelles on n'ira pas penser. Mais au début, le héros, il sait lire, donc il a appris à lire en cachette. Et ils sont dans le train pour aller, je sais plus où en France, pour être sur un chantier, etc. Et en fait, il dit à son père, on est déjà arrivé, parce qu'il a lu, en fait. Oui. Et le père dit, mais comment tu sais? Parce qu'il apprend en cachette, même son père ne sait pas. C'est plus les femmes, en fait, parce que les hommes sont sur la mine, etc. un peu, et c'est plus les femmes qui vont instruire dans les foyers, tu vois. Et le père dit, mais comment tu sais, en fait? Est-ce que oui, parce que nous, on n'y pense pas, en fait, de savoir lire, parce que notre regard se pose quelque part, on lit, en fait. Et lui, en fait, tu vois, il a failli se faire démasquer pour un truc tout simple, en fait, parce qu'il a reconnu le nom d'Agar, en fait, tu vois. C'est des trucs comme ça, oui. Et le fait que maintenant, nous, dans notre société, alors, en grande majorité, on sait lire, hein. Oui, ça existe encore, des personnes analphabètes, etc. Mais en grande majorité, quand même, on sait lire. Et c'est des questions que moi, je me posais pas, en fait, tu vois, de comment faire dans une société où, automatiquement, parce qu'ils ils ont pas assez au savoir, donc ils savent pas le passé, ou alors ils ont un passé falsifié. Mais en plus, il n'y a aucun moyen, en fait, de s'émanciper et si on ne sait pas lire, tu vois. Oui, c'est ce que je disais, voilà, l'Uchronie aussi, ça te permet de parler du présent surtout aussi, quoi, et de remettre les choses en perspective, comme donc tu l'as fait adolescente, préadolescente, avec ce bouquin et cette anecdote sur le trésor, en fait, de savoir lire. C'est ça. Et donc j'ai pas lu les tomes suivants, mais peut-être justement ça m'a donné envie peut-être de m'y plonger, parce que il y a un côté, ouais, pour un roman jeunesse, c'est un côté presque très fataliste, très sombre. C'est comme par exemple, j'aurais pu le citer, et récemment j'ai eu un coup de cœur pour Babel de R.F. Kuang, qui vient d'être traduit en France de Saxus. En fait, ça se passe à Oxford dans les années 1830. Mais il y a l'introduction d'une magie autour de la traduction, qui est un concept fou et que j'adorais. Et on va suivre des personnages racisés qui viennent, du coup, le héros, Robin, vient de Chine, donc il est un père anglais et une mère chinoise, donc il y a tout le déchirement entre des identités, etc. Et en fait, tout le roman est une dénonciation de la colonisation. Et on va avoir des personnages qui vont prendre les armes, puisque le sous-titre anglais, c'est la nécessité de la violence. Voilà. D'accord. Contre un système patriarcal, raciste, enfin le colonialisme. Oui. Voilà, mais ça se passe en 1830 en Angleterre, et tu sais comment c'était l'époque. Voilà, du coup, je vais pas en dire plus pour pas spoiler, mais tu sais qu'ils vont pas réussir à retourner le système, tu vois. Ouais, c'est ça. Et il y a un côté très tragique dans l'œuvre, en fait, par rapport à ça. Parce que tu sais comment ça se termine historiquement. Tu sais que encore de nos jours, c'est pas encore très acquis pour certains, voilà. Donc t'imagines à l'époque. Donc voilà pour ma première recommandation. Donc ceux qui seront de Pierre Bordage, qui commence à déjà avoir pas mal d'années d'ailleurs. C'est 2008 sur mon édition. Voilà. D'accord. Ensuite, je t'écoute pour ta recommandation suivante. Alors moi, ma recommandation suivante, là, après avoir abordé la science-fiction, on va aborder le fantastique. Et donc, là, ça va être une uchronie très particulière, parce que c'est une uchronie sur une œuvre littéraire.
et non pas sur notre réalité. Donc en fait, j'adore, c'est Anno Dracula, c'est une série de romans, donc Anno Dracula de Kim Newman, c'est un Britannique, et il reprend le Bram Stoker de Dracula, mais il imagine que l'affrontement final est remporté par Dracula, et que du coup, il tue Jonathan Harker, Quincy Morris, Van Helsing, qu'il prédomine en Angleterre et qu'il épouse la reine Victoria, et que du coup la nouvelle aristocratie c'est les vampires. Voilà, et on a toujours le docteur Seward qui est dans son hôpital, dans un monde vampirique. Il y a l'arrivée, on croise Jack l'Éventreur qui existe dans ce monde et qui tue les vampires avec un scalpel en lame d'argent. Voilà, et on suit 2 enquêteurs dont un deviendra un vampire autour des assassinats de Jack l'Éventreur dans le Paris dominé par les vampires et Dracula, Vlad Tepes. Et du coup, c'est une uchronie d'après un roman. Et c'est du fantastique victorien, c'est trash, c'est drôle aussi, et c'est toute une série de romans. Il y en a combien en tout? Tu sais? Et ben là, il y en a 3 traduits en français, et ça continue en anglais, genre, j'ai regardé sur la fiche Wikipédia tout à l'heure, je crois qu'il y en a 5 ou 6, mais alors en français, après, donc le premier c'est Anno Dracula, c'est l'arrivée au pouvoir de Dracula, et la mise en place de la société des vampires. Et qui est Jack l'Éventreur? Le deuxième c'est le Baron Rouge Sang. Donc c'est évidemment une référence à l'aviateur, le Baron Rouge de la Première Guerre mondiale, parce que c'est la Première Guerre mondiale avec des vampires contre l'Europe qui n'est pas vampirique. Et le troisième, je ne l'ai pas lu malheureusement, mais ça ne saurait tarder, et c'est Dracula Cha-Cha-Cha, et on est dans les années 60. Alors j'ai des images à la Austin Powers quand je dis ça. J'ignore, je ne l'ai pas lu, hein. Mais ça serait amusant de voir justement parler des archétypes qu'on associe à des périodes. Ça serait intéressant de voir comment Dracula l'associe. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, l'Uchronie, on peut parler de choses graves, hyper graves, de guerre, de l'identité, des colonies, des choses comme ça. Mais il faut toujours, pour moi, ajouter une pincée d'humour, de décalage, parce que on est là pour se secouer les méninges et s'amuser aussi, quoi. Donc, Anno Dracula, c'est vraiment une extraordinaire série. En plus, aux Imaginales, il y a quelques années, j'ai pu voir Kim Newman, il m'a dédicacé le Baron Rouge Sang. Tout ça pour dire ce choix, c'est mon intérêt pour le fantastique. Pour montrer que l'Uchronie, elle va aussi dans les œuvres littéraires. C'est comme il y a Orgueil, Préjugés et Zombies qui existent. C'est la même idée, hein. C'est ça, oui. J'ai pas lu le livre, j'ai vu le film et c'est un peu mon plaisir coupable. Oui, mais c'est bien les plaisirs coupables. Moi, j'ai feuilleté la BD, tu vois, j'ai pas été jusqu'à visualiser le film. Et voilà, donc une uchronie tirée d'une œuvre littéraire, mais qui reprend les codes de notre époque dans ses suites, du coup, parce qu'il y a la Première Guerre mondiale, les 60s. Excellent choix. Ouais, complètement. Et ça, mais j'ai peiné pour le trouver, parce qu'à l'époque où je savais que ça existait, il n'était plus édité. Oui, parce que... Il avait été édité en 98, plus du tout édité, puis c'est revenu, je sais pas, en 2010 peut-être. Ça a été tant mieux, c'est quel éditeur en France qui le fait? C'est Brajlon. Ouais, je pense qu'ils iront jusqu'au bout, non? Ouais. Oui, j'espère. Après, il se trouve en poche aussi. C'est chez J'ai lu, voilà. Il est chez J'ai lu aussi. Et les coups sont géniales. Ouais. C'est des grosses palasses, les chroniques. Je te remercie pas parce que non, désolé. On va lire, mais on va en rajouter. Mais c'est le but du podcast. C'est ça. Je vais tant qu'à rester dans les grandes figures mythiques du fantastique et de l'Uchronie, Frankenstein 1918. Ah, je connaissais pas. Roman de Johan Elliott, à nouveau, chez La Talente. Frankenstein 1918, Première Guerre mondiale. Et là, c'est la chair à canon au sens propre. C'est-à-dire que... du coup, oui, c'est à partir des archives du docteur Frankenstein, il y a un politique anglais, Winston Churchill, qui dit « Ok, on récupère les cadavres, on refait des soldats, ils repartent au front. »
Et on les appelle les franchises, du coup. Et donc, c'est pas les Tommies, c'est les franchises. Et il y a des armées de zombies anglais. Et voilà, et c'est horrible, parce qu'on manipule des cadavres et des gens, et c'est la Première Guerre mondiale. Mais en même temps, c'est une horrible, folie. mais est-ce que c'est si loin de la vérité que ça, qu'on voit les C'est horreurs ça. de la guerre, et est-ce que l'humanité est capable de faire? On va dire que c'est une figure du style, parce que justement, Voilà. après, on a un couple de héros qui va dans les ruines de Londres à la recherche du dernier des franchises, qui a été touché par la conscience, en fait, qui a l'esprit humain. Et il parle de sa vie, quoi. D'accord, voilà. ouais. Et Donc ça reprend la créature de l'interrogation sur l'humanité de la créature de Frankenstein. Voilà, c'est ça. Et réécriture de Mary Shelley. Et voilà, quoi. Donc voilà, pour quitte à rester dans la Première Guerre mondiale, après Lupus in Fabula, c'est ce que je dis, j'aime bien. Allo Dracula, c'est Dracula, les vampires, Frankenstein. Voilà, figure Frankenstein, hein, zombie, etc. Puis à Lupus in Fabula, moi j'ai pris le loup-garou, du coup. C'est ça, ouais. Voilà. Bon, c'était après coup, c'était pas prévu, mais oui, du coup, je m'en suis rendu compte a posteriori. Bah, merci pour ces belles recommandations. 2 pour le prix d'une, du coup. Bah voilà, j'étais lancé. Bah ensuite, moi, je vais retourner sur une toute autre ambiance. Puisqu'on va être sur beaucoup moins sanglant. Mais il y a une question de sang dedans, tu vas voir, une question de sang quand même. Et là, on est sur de jeunesse, je sais pas si tu connais, c'est les mystères de Larry Spem. Oui, on l'a déjà recommandé. De Lucie Pierra-Pajot. En fait, elle s'est fait connaître, donc c'est chez Gallimard Jeunesse, et elle était lauréate du même concours qu'a révélé La Passe Miroir. D'accord. Du coup, en fait, c'était la seconde édition de ce concours organisé par Gallimard Jeunesse, c'était les Ramas, voilà. Du coup, c'est une trilogie, donc d'Uchronie steampunk. Et en fait, le parti pris, là, la différence, c'est que dans cette réalité-là, la commune de Paris a réussi, en fait, elle s'est maintenue. Du coup, en 1871, ça a réussi. Et du coup, Paris est devenue une cité-État indépendante du reste de la France. Et on l'a rebaptisé Larry Spem. Larry Spem. Et là, donc, l'histoire commence, on est en 1899, donc le temps du temps s'est écoulé, on est à l'aube d'un nouveau siècle, et on va suivre donc, alors il y a 3 personnages, 3 jeunes ados. Donc on a Liberté, qui est mécanicienne, bien sûr, steampunk, tu vois. Voilà. Donc déjà, le choix du prénom Liberté n'est pas anodin, hein, quand on connaît le contexte historique. Il y a Nathanaël qui est un orphelin, voilà, mais donc orphelin qui dit passé mystérieux, on en apprend plus. D'accord. Et enfin, Carmine, qui est une apprentie, donc louche-ébène. Donc je vais revenir dessus sur c'est quoi. En gros, c'est un apprenti boucher. D'accord. Ce qui est bon, ce que j'aime bien aussi à niveau représentation, Carmine, c'est une jeune fille noire et Liberté, c'est une jeune fille grosse. Donc niveau représentation, moi j'avais beaucoup aimé aussi. Voilà. Donc ça se passe à Larry Spem. Mais on a aussi une intrigue du côté des méchants, entre guillemets, des antagonistes, dans les campagnes françaises, où là, Larry Spem, c'est vraiment indépendant du reste de la France. Et dans ces campagnes françaises, on a les vieilles familles nobles qui ont été chassées dans la commune de Paris, qui complotent pour reprendre le pouvoir, bien sûr, grâce à leur sang, puisque là, on a l'idée du fait que les nobles ont du sang bleu, limite au sens propre, puisqu'en fait, leur sang a un pouvoir particulier qui permet de faire obéir les gens, en fait, quand tu leur mets voilà. Du coup, il y a une histoire de sang encore. Ouais, c'est des sortes de vampires. C'est ça. qui subjuguent. C'est ça, ouais. Et donc, pour venir sur le thème de louche-ébène, donc qui veut dire boucher, Larry Spem, d'où ça vient? En fait, c'est un argot, en fait, c'est même un dialecte des bouchers en fait, de Paris qui existe vraiment, qui a vraiment existé. Alors, c'est un mélange entre du verlan, du coup, tu prends, par exemple, louche-ébène, tu prends boucher, tu inverses, tu rajoutes un suffixe ou un préfixe, je sais plus. Elle m'avait expliqué, l'autrice, quand je l'avais rencontrée, mais c'est un truc assez complexe. Mais du coup, c'est bien parce qu'il part comme ça, parce qu'en fait, à Larry Spem, il y a quand même même si tout le monde est censé être égaux, il y a quand même une caste un peu supérieure, c'est quand même la caste des bouchers, c'est eux qui ont le pouvoir, etc., qui sont les plus puissants, etc. Du coup, ils ont leur propre argot, et c'est Larry Spem, ça vient de là, en fait, il y a un clin d'œil au mystère de Paris de... Bah oui, Eugène Sue. Non, Eugène Sue, pardon. Non, mais je pense que tu as raison.
qui est parfait, c'est le roman feuilleton du 19e avec plein voilà. Bah là, on est vraiment dans ça, donc j'avais beaucoup aimé le clin d'œil, et j'aime bien aussi parce que du coup, on mélange alors, des personnages historiques de mémoire, il n'y en a pas tant que ça, par exemple, tu vois, Louise Michel, je crois qu'elle apparaît pas, je sais plus. D'accord. Mais il y a un personnage historique, parce qu'il a réellement existé, mais qu'on associe plus à la littérature, c'est Jules Verne. Oui. Jules Verne apparaît, voilà, il y a même une tour qui s'appelle la tour Jules Verne, puisqu'en fait, vu que grâce aux technologies, les recherches qui ont été mises en place par ce nouveau gouvernement, les inventions de Jules Verne qu'il avait inventées dans ses romans sont devenues réalité, d'où le steampunk. Ah, d'accord. Puisque Jules Verne, c'est un des premiers, peut-être un des premiers auteurs de steampunk, je sais pas. Eh ben non, c'était un auteur de science-fiction en fait. Ouais, de science-fiction plutôt, ouais, mais du coup... Voilà, ouais, mais du coup, dans le roman, il est parce qu'à transformé en auteur de steampunk. parce que c'est vrai, à l'époque de Jules Verne, Oui. c'était pas la... c'était Ah son oui. époque à lui. Donc c'était Bah, la c'est ça, science-fiction pour lui. c'était le Alors que Nautilus, son etc. esthétique, alors que L'esthétique. l'esthétique des romans de Jules Verne nous fait penser à du steampunk maintenant, alors que c'était de la Voilà, c'est science-fiction ça. à son époque. Complètement. Ouais, voilà. Et du coup, voilà, moi j'aimais beaucoup le fait que voilà, que c'est sympa hein, pour la jeunesse, c'est un peu plus de jeunesse que la passe-miroir, je trouve, niveau accessibilité pour les jeunes. Mais Oui. ouais, c'est sympa, et puis j'aimais bien découvrir tout cet aspect-là du Paris avec voilà les Ah bouchers, ouais. ce vocabulaire. Ils ont une façon ils ont des insultes de loucher ben, c'est trop drôle. Enfin, c'est pas mal. Et puis c'est une bonne niveau représentation pour les enfants. Je trouve que c'est bien d'avoir des personnages Ouais, ça aussi c'est super divers. Ouais, important d'avoir des. c'est Voilà, c'est ça. comme Ouais. je disais dans le chant de Neuilly, il y a des personnages asiatiques ou métissés, blancs. Enfin, c'est essentiel, quoi. T'es pas la première personne à me le recommander, celui-là, donc il faut vraiment que j'y jette un œil. Hein. Ça Puis pourrait me c'est parler, quoi. français, hein. Ouais, Cocorico, oui. là. Bah oui. Bah, moi, là, j'ai fait. Bah, mis à part Kim Newman, j'ai que des Français hein, en T'inquiète, moi recommandation. j'ai un Américain après, donc on est à peu près Ah, équivalent. c'est ça, chacun son anglo-saxon. Bah écoute, je t'écoute pour ta dernière recommandation. Alors, ma dernière recommandation, c'est un genre que je ne connaissais pas en Uchronie. Il y a encore 3 semaines. C'est pas de la blanche, mais c'est encore autre chose, c'est une autobiographie. Et alors, c'est une autobiographie de Francis Berthelot. Est-ce que tu connais Francis Berthelot? Alors, le nom me dit quelque chose. Alors, en gros, c'est un grand auteur d'imaginaire français, Ouais. dont on a réédité tout. Il est né en 1946. Il a écrit donc Le Rêve du Démiurge, qui est une saga en 9 romans, qui est ressortie chez Dystopia, je crois. Il a pour plusieurs livres chez Folio SF, comme Hades Palace, Rivage des Intouchables. Ça me dit un truc, Hades Palace, je connais de nom. Moi, j'adore cet auteur, donc qui a maintenant 76 ans par là, et il a écrit son autobiographie. Une vraie autobiographie, mais avec une uchronie dedans. C'est-à-dire que donc là, vraiment, je l'ai lu là cette semaine. Voilà, c'est le coup de cœur dont je voulais pas parler au début, c'était ça. C'est Auto-Uchronia de Francis Berthelot, et le sous-titre c'est Fugue en zut mineur. Et du coup, Francis Berthelot, donc, il parle de son enfance, de sa relation avec son frère, ses parents, ses cousines, les vacances, enfin, vraiment l'autobiographie, superbement écrite. Mais c'est juste que là, il s'imagine une vie. S'il avait accepté à l'aube de ses 20 ans la proposition d'un de ses amants de tout quitter et de le suivre. Dans la réalité, il ne l'a pas fait. Dans son autobiographie uchronique, il le fait. Et du coup, il imagine tout, comment il s'organise, comment il a des faux papiers, parce que la majorité, c'est 21 ans à l'époque. Et là, il en a 19. Avoir des faux papiers, un travail, etc. Et comment il se lance. Du coup, il prend un faux nom. Et là, ce qui est génial, moi, ça m'a beaucoup ému, c'est que du coup, il est connu sous son vrai nom, Francis Berthelot. Mais dans cette uchronie, pour changer sa vie, en fait, il a des faux papiers, donc il prend un nom d'emprunt, qui est David Corbier. Et c'est David Corbier qui commence à publier des nouvelles.
Et il dit dans son autobiographie, et personne n'entendra jamais parler de Francis Berthelot, l'auteur. Ah Il y a oui, tout dans le jeu, et ça m'a retourné. Je l'ai lu en 3 jours, j'étais absorbé. Mais j'ai lu plusieurs Francis Berthelot. La dernière fois que je l'ai vu en dédicace, c'était aux Imaginales, il était avec son Yorkshire. Et il m'a dit, je lui ai dit, moi je me tiens toujours au courant s'il réécrit, et il a dit, ah non, vous savez, je suis mort. En fait, en tant qu'auteur, il dit, il est décédé, quoi. Du coup, quand il y a eu la résurrection avec l'autobiographie, j'étais ravi. Enfin voilà, et du coup, mais en tant qu'auteur, mais il fait de la musique électro aussi, il fait des CD maintenant. Enfin, il est très prolifique. Il est extrêmement prolifique. Ouais. Oui, c'était un chercheur du CNRS. Enfin, c'est une tête, quoi. Et justement, il s'imagine ne pas. Il s'est retrouvé dans des études scientifiques par atavisme socioculturel, pression familiale, etc., quoi. Mais s'il avait vraiment suivi sa voie, il aurait bifurqué et il aurait tout arrêté. Et je pense que c'est une question qu'on se pose peut-être tous à un moment du jour. Et si j'avais fait ça et pas ça, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui? Voilà, et c'est une façon de revivre sa vie. Et donc d'imaginer des scènes qui n'ont jamais existé dans sa relation avec son frère, ses parents, les premières vacances qu'il prend avec son amant, etc. Enfin, cet amant-là. Enfin, c'est vraiment très réussi, très émouvant. Vraiment, je le recommande. Donc, c'est Auto-Uchronia de Francis Berthelot. C'est magnifique. Et justement, je raccroche avec mon roman préféré, Martin Eden de Jack London. Oui, à quel moment, Martin Eden de Jack London, à quel moment c'est une autobiographie, à quel moment c'est un roman, mais à quel moment ça devient une uchronie aussi. Mais oui, complètement, c'est un double fictif. Et là, par contre, Berthelot, lui, c'est lui. Mais dans la Terre 202 ou la Terre 304, je voulais présenter ces bouquins pour montrer que les uchronies, c'était pas ça pouvait être dans le futur avec la science-fiction, dans une œuvre littéraire avec Anno Dracula, ou dans un genre mais absolument inattendu comme l'autobiographie, quoi. Bah écoute, moi, je retourne vers l'imaginaire classique. Mais vas-y, c'est très bien, il faut des références. On n'en a jamais assez. Avec ma 3e recommandation, je sais pas si tu connais, c'est Léviathan de Scott Westerfeld. Eh bien, pas du tout, je ne l'ai pas lu. Je sais qu'il existe, je veux dire, mais je ne l'ai pas lu. Alors, Scott Westerfeld, il est surtout connu pour sa saga Euglise, qui est une dystopie, qui date de 2005, donc qui est avant la mode de Hunger Games et tout. Hein. D'accord. Que j'avais beaucoup aimé quand j'étais au collège, et du coup, il avait sorti ça, je crois que c'est 2009, je sais plus, enfin, je m'étais jetée dessus parce que j'adorais l'auteur, sans trop savoir ce que c'était l'Uchronie encore. D'accord. Et cette fois, parce que j'ai choisi ce aussi, parce que quand j'ai lu Lupus Fabula, ça m'avait fait penser à Léviathan, puisqu'on est dans la Première Guerre mondiale. Alors là, on n'est pas. Après, on est vraiment dedans. On n'est pas une uchronie qui se passe après la divergence. La divergence, c'est au moment se fait en faisant des tomes, en fait, puisque on est un peu comme dans l'exemple que tu citais avec les dragons qui existent. D'accord. Et bien là, dans cette réalité-là, il y a des avancées scientifiques et là, je pourrais dire, c'est plus de la science fantasy même. Hein. Je vais t'expliquer pourquoi, puisqu'en fait, on est, pour le contexte, on disait Première Guerre mondiale, ça commence à l'origine de la Première Guerre mondiale avec l'attentat de Sarajevo. D'accord. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Du coup, donc l'assassinat de l'archiduc et son épouse François Ferdinand. François Ferdinand. Et donc, ce qui est l'élément qui va déclencher voilà, le conflit, etc. Et dans cette version, en fait, il imagine que l'archiduc et sa femme avaient un fils, ce qui n'était pas le cas. Donc un garçon, un jeune prince qui s'appelle Alec, et qui du coup, lui, suite au conflit qui va démarrer, va devoir prendre la fuite avec son mentor, etc. Donc on va suivre d'un côté Alec, et du côté, donc, il y a l'Europe est divisée en fait entre deux camps, en fait. D'un côté, l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne, qui est surnommé les Clankers, donc, et de l'autre côté, il y a du coup l'Angleterre, la France, et il y a la Russie, qui sont les darwinistes. Je vais expliquer pourquoi. D'accord. Et du coup, du côté des Clankers, on suit Alec, et du côté donc des darwinistes, on suit une jeune Anglaise qui s'appelle Devin Sharp. Elle, son rêve, c'est
intégré la Royal Air Force, pardon, donc l'armée de l'air britannique. Et mais bon, elle va être obligée de se travestir en garçon automatiquement parce qu'en tant que fille, elle pouvait pas, voilà. Et donc, pareil comme dans ceux qui seront, bah, ces deux personnages qui sont de camps opposés que tout oppose, leur trajectoire vont finir par se croiser, voilà. Et la trilogie suit les événements de la Première Guerre mondiale, donc ça commence au début, on va suivre les différentes années. On voyage beaucoup aussi, au bout d'un moment, dans un des tomes, on va dans l'Empire ottoman, pareil, donc c'est super bien. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, en fait, où intervient l'imaginaire, la science-fantasy, et où ça fait divergence, c'est donc dans les technologies utilisées pendant la guerre. C'est pour ça que ça m'a fait penser en fait à ton roman. À Lupus, ouais, parce que d'un côté, on a les Clankers, eux, ils utilisent des machines de guerre beaucoup plus développées que l'époque. C'est pas des simples chars, c'est vraiment des chars monstrueux. C'est le côté vraiment steampunk, ou même, c'est même peut-être plus du steampunk, mais un côté vraiment très mécanique, tu vois. D'accord. Et de l'autre côté, ce que j'avais adoré à l'époque, c'est les darwinistes. Et ben, on va partir donc, de Charles Darwin, la théorie de l'évolution, les animaux, etc. Eux, ce qu'ils utilisent comme armes ou comme... pas que des armes, mais aussi comme moyen de transport, etc. Ce sont des animaux génétiquement modifiés. Ah, c'est génial. Et en fait, le fameux Léviathan du titre, c'est une baleine géante qui flotte dans les airs et qui sert de dirigeable, en fait. Ah. Et je trouve c'est énorme. Et en fait, du coup, Derin va intégrer l'équipage du Léviathan en faisant la Royal Air Force, etc. Et en fait, c'est comme c'est vrai que la forme d'une baleine volante, ça peut faire penser à ça. Et du coup, vraiment, à la place d'avoir ce ballon, voilà, c'est vraiment une membrane. Donc, c'est un animal qui vit. Donc, il y a tout un écosystème qu'il faut dedans, etc. Il y a aussi des oiseaux messagers, etc. Mais pas des pigeons voyageurs qui parlent, qui répètent vraiment les mots, etc. Et j'adore cette idée qu'en fait, à côté, c'est l'animal, le génétique, du côté de la France, là aussi, et l'Angleterre. Et de l'autre côté, c'est vraiment la mécanique, quelque chose de beaucoup plus froid, D'accord. qui n'a pas d'âme, tu vois. Et du coup, les deux vont s'opposer. Alors, là, juste, je te montre juste pour les auditeurs ne le verront pas parce qu'ils ont le son. Oui. Mais tu vois, il y a une super carte au début. Ah, elle est magnifique, oui. Voilà, et avec du coup la France, tu vois, c'est plus un truc animaux, et puis là, tu vois le côté mécanique de Trichon-Gris, là, oui. Et du coup, les auditeurs, je vous invite à taper Léviathan de Scott Wisterfeld sur Google Images, et vous verrez en fait des illustrations sous forme de gravure. D'accord. Et ça me fait beaucoup penser, moi aussi, aux illustrations qu'il y avait alors c'était le Petit Journal. Tu sais, les journaux pendant la Première Guerre mondiale qui étaient publiés. Oui, tout à fait. Oui, je vois tout à fait. C'est ça, évoque des gravures. Des gravures comme ça, voilà. Un peu en forte. Ouais. Je sais pas à quel point ça avait marché à l'époque en France, parce qu'il n'y avait pas l'engouement des réseaux sociaux, de Bookstagram et tout à l'époque. Mais j'en entends très peu parler de nos jours, et je trouve que, je sais même pas s'il est encore édité. Ouais. J'espère. Là, c'est chez Pocket Jeunesse que je les ai. D'accord. Là, comme ça. Et ouais, j'avais adoré. Et ça me donne envie de les relire, là, du coup. Bah oui, c'est ça le problème. Et de mémoire, alors, on doit croiser des personnages historiques. De mémoire, dans un des tomes, on croise Nikola Tesla, du coup. Ah. Je pense qu'on a fait le tour de nos lectures. Hein. on va arriver à la fin de l'interview, parce qu'on a beaucoup parlé. Donc, quand on a fait un tour assez complet du sujet, je pense, quand même. Pour terminer, j'aimerais bien qu'on retourne à toi, puisque j'aimerais bien que tu nous parles de tes actualités et de tes futurs projets, éventuellement, s'il y en a. Alors, mes actualités et futurs projets. Du coup, en 2024, je n'ai absolument aucun livre qui sort. Je n'ai aucune actualité en 2024 du moins directement. Donc, c'est-à-dire que en fait, je vais avoir 1 ou 2 livres que j'ai bêta-lus qui vont sortir. Mais surtout, ma grosse actualité, donc justement, c'est ce que je disais en début de podcast, c'est que j'ai une nouvelle casquette là pour 2024, c'est que j'ai fait en fait des corrections éditoriales pour les éditions du Chat Noir. Donc en fait, enfin dans un domaine professionnel. Donc j'ai dirigé un roman aux éditions du Chat Noir, dont l'autrice est Nora Lake,
qui donc a déjà publié donc 2 romans, Des cendres sur tes mains. J'ai oublié son éditeur là, c'est les éditions Hurlevent. l'édition Hurlevent, c'est ça. Et parfois elle revient, donc une novella aux éditions du Chat Noir. Donc elle sort un nouveau roman aux éditions du Chat Noir, courant 2024. Donc je ne peux pas vous donner la date, je ne peux pas vous donner le titre, je peux vous dire que c'est du Southern Gothic. Et je peux aussi, pour vous appâter, vous donner envie de découvrir ce roman, que l'illustration, elle est magnifique. Elle est superbe et que c'est vraiment un roman sur lequel j'ai adoré bosser. Nora est hyper réactive et on a fait 3-4 passes et comme moi, j'ai des années et des années d'expérience, ça s'est très bien goupillé. On a une bonne équipe de travail et vraiment là, Nora, elle a poussé son livre à son maximum de qualité et donc je suis vraiment impatient de l'avoir entre les mains imprimé. J'ai tellement hâte parce que j'avais adoré ces deux premiers romans et puis quand on connaît l'amour qu'elle a pour le gothique et pour le Southern Gothic, sur le gothique du sud un peu poisseux, c'est un genre que j'adore aussi, donc voilà, j'y vais les yeux fermés en fait. Voilà, complètement. Et voilà, du coup pour 2024, mon nom n'est pas sur une couverture, il y sera dedans, dans le livre. Et par contre, en 2025, j'aurai donc mon nouveau roman, donc aux éditions du Chat Noir. Normalement, c'est sur du premier semestre 2025. Et puis, donc, ça sera du fantastique berbère, donc de la magie d'Afrique du Nord. Parce que je creuse, ce sont mes origines aussi, donc et j'ai envie de leur rendre hommage et puis surtout de creuser et d'explorer, d'en faire des aventures. Et donc je reprends le personnage de ma nouvelle. C'est ce que j'allais te demander, j'avais peur de dire une bêtise, mais c'est ce qui était dans l'anthologie. C'est bien ça, voilà. C'est les éditions donc du Chat Noir qui avaient sorti l'anthologie 9 et en laquelle ma nouvelle qui s'appelle La Justice des Ogres ouvre le recueil. Donc je reprends mon héroïne, je reprends la principale aventure de la nouvelle, mais surtout je la continue. Et là on voyagera des cités françaises à l'Algérie autour de magie et de créatures mythologiques. Voilà. Un beau programme. Voilà, merci. J'ai prévu de lire l'anthologie très prochainement, donc c'est cool, ça me fera un avant-goût en attendant 2025. Oui, voilà, c'est ça. Fais-moi un retour quand tu auras lu mon texte, je serais curieux de t'entendre. Compte sur moi. Merci pour ça. Avant que je te quitte, est-ce que tu peux nous dire sur quel réseau on peut te retrouver si les auditeurs veulent te suivre? Alors, mon réseau principal, c'est Instagram, donc sous mon vrai nom, donc Jérôme Accouche, vous me trouverez tout de suite. J'ai un Facebook, mais en gros, ce sont mes publics Instagram qui arrivent dessus. Et enfin, X Twitter, je suis en train de plus du tout l'alimenter. Et du coup, je pense que je vais ouvrir un compte Blue Sky dans les semaines ou mois qui viennent. Voilà, donc on peut me retrouver virtuellement. Et toujours, si vous me croisez dans les festivals, etc., n'hésitez pas à venir taper la discute, j'adore. Je mettrai tout ça en barre d'infos, puis je vais aussi mettre les nombreuses œuvres qu'on a citées tout au long de l'épisode. Oui, en plus, il faut en rajouter. Je vais avoir du boulot, c'est bien. Oui. Comme si t'en avais moi, déjà c'est pas complet. assez. Là, s'ils ne connaissaient pas l'Uchronie, là, ils sortent avec, je te dis, une image quand même assez complète du genre. Oui, voilà. Des classiques, des références, de l'inattendu. J'espère que l'épisode plaira aux auditeurs. En tout cas, moi, je te remercie encore énormément d'avoir accepté mon invitation. Ce fut passionnant. Les gens ne doutaient pas quand je t'ai invité. Merci à toi. J'aime beaucoup toujours échanger. J'adore les podcasts. J'en écoute tout le temps. Donc, écoute, je te dis à bientôt. J'espère te recroiser prochainement en vrai sur un salon. Mais oui, j'espère. Et puis plein de bonnes choses et puis de beaux projets d'écriture encore qui arriveront. Et puis, à toi aussi. Merci beaucoup, Jérôme.
À bientôt. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode d'À la croisée des plumes. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute. Pour ne pas rater les futurs épisodes, vous pouvez suivre le podcast sur Instagram à la croisée des plumes _ podcast. Et si vous voulez suivre mes actualités en tant qu'autrice, rendez-vous sur @nina.gorlier. En attendant le prochain chapitre, je vous souhaite de bonnes lectures et plein d'inspiration pour vos projets d'écriture. À la prochaine!